Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, je suis ravi de commencer ce mois d'août en votre compagnie sur Sud Radio. Nous sommes ensemble pendant 3 heures pour creuser l'actualité, débattre et échanger avec vous auditeurs, bien sûr, sur l'application Sud Radio, sur les réseaux sociaux et puis directement au standard au 0826 300 300. Le programme de votre matinée, je vous le livre, à midi, ce sont les JO dans tous leurs états. On va retrouver le camarade Joseph Ruiz et on accueillera le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse. Et je vais vous dire pourquoi on l'accueille, tout simplement parce que c'est la ville qui a vu naître les prodiges du ping-pong, les fameux frères Lebrun. Ils ont évidemment cartonné ces derniers jours et donc on sera avec le maire qui va nous parler un peu de cette excellente nouvelle. Et puis, dès 10h30, ce sont les grands débats de l'été qui vont s'ouvrir avec vos mousquetaires habituels. On aura Gaspard Ganzer qui était l'ancien conseiller communication de François Hollande. On va être avec Claudia Cohen, la journaliste économie au Figaro. Et puis on sera avec Fanta Berete, députée sortante de la majorité, pour aborder notamment cette question: est-ce que les JO, ce qu'on voit actuellement à la télé, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les journaux, ce n'est pas tout simplement le reflet d'une France un peu utopiste? L'ode au drapeau français, joie d'écouter la Marseillaise et même de la chanter, la méritocratie, les journalistes enchantés de voir autant de sportifs surentraînés qui se sacrifient. Bref, est-ce que tout ça, ce n'est pas une parenthèse enchantée qu'on risque malheureusement de regretter dans quelques semaines? Mais dans un premier temps, nous allons partir au Royaume-Uni avec une attaque au couteau la semaine dernière qui a fait basculer le pays dans une atmosphère de guerre civile. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour Alexander Seal. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes journaliste franco-britannique. On peut vous suivre évidemment sur les réseaux sociaux et dans différents médias locaux. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que on sait qu'il y a eu une attaque aux États-Unis, lundi dernier notamment, qui a fait 3 morts. Ces 3 morts sont 3 jeunes fillettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été tous les événements depuis une semaine maintenant pour que le pays offre au monde les images de guerre civile qu'on voit actuellement? Oui, donc il y a eu des violences qui ont éclaté dans plusieurs villes au Royaume-Uni, à Liverpool, à Manchester ou à Belfast ce week-end. Et c'était très tendu. Il y avait 90 personnes qui ont été arrêtées. Et il y avait aussi des policiers qui ont été blessés. Il y a, je crois, un contexte de colère parce que après cette attaque au couteau, il y a des manifestants d'extrême droite qui ont manifesté dans une ville au sud de l'Angleterre devant un hôtel où logeaient des migrants, et ils ont cagé vraiment cet hôtel. Donc il y a vraiment un contexte de colère au Royaume-Uni en ce moment. Et en plus de ce contexte de colère, il y a eu ces derniers jours une immense fake news. J'aimerais que vous nous racontiez ça, c'est-à-dire qu'on a inventé un profil, on a inventé une nationalité sur le soi-disant agresseur de ces 3 fillettes, c'est ça ? Alors, on a perdu la communication. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé ces derniers temps au Royaume-Uni, parce que c'est ce qui a été vraiment l'épicentre de ces graves manifestations. Vous avez entendu notre invité avec qui on va retrouver la connexion, Alexander Seal, parce que dans les rues, et on va essayer de vous le faire ressentir, il y a eu des images absolument hallucinantes. Des hôtels qui accueillaient des migrants qui ont été totalement délabrés. On a eu des policiers attaqués, blessés, et le Premier ministre même britannique qui a pris la parole hier soir pour dire que toute la loi britannique allait tomber sur ceux qui sont responsables de ces actes, avec évidemment des groupuscules d'ultra-droite qu'on a vraiment vu fleurir partout dans les villes. Est-ce qu'on a retrouvé la connexion avec... Donc je vous propose qu'on fasse une très courte pause et on se retrouve avec notre correspondant au Royaume-Uni, Alexander Seal. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Nous sommes de retour en direct sur Sud Radio. On a retrouvé la connexion avec notre correspondant Alexander Seal. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Donc j'étais en train de vous poser la question, vous parliez de ces nombreuses manifestations, d'un climat de colère, et je vous posais la question sur cette fameuse fake news, parce que si nous, en France, on nous a notamment fait le récit d'une fake news qui a été largement diffusée. On a inventé un profil d'assaillant, une identité et une radicalité, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça parce que le suspect, il est rwandais, il s'appelle Axel Ruda Kubana, et c'est un adolescent de 17 ans. Il y avait des informations non vérifiées sur ce suspect. Il y avait des liens avec la Russie. Il faut savoir que Tommy Robinson, qui est extrême droite au Royaume-Uni, c'est quelqu'un de très important. Il a des liens avec la Russie. Et aussi, donc, il y a beaucoup de fake news qui se sont propagées au Royaume-Uni. Donc, le gouvernement et les autorités essayent de calmer cela. Et est-ce que vous, au milieu de ces rassemblements, vous parliez des différentes villes qui ont été assaillies, est-ce qu'il y a quand même des rassemblements spontanés de population, ou alors ce ne sont, comme ce qu'on entend partout, uniquement des groupuscules d'extrême droite qui veulent casser la ville, casser du flic et même attaquer des mosquées? Oui, en fait, il y a un mélange. En fait, il y a mais la plupart, c'est vraiment des groupuscules d'extrême droite qui veulent chasser les migrants, qui veulent aussi qui ont brûlé des mosquées à Southport par exemple ou dans d'autres lieux, parce qu'il faut savoir que le gouvernement travailliste a abandonné le projet d'envoyer des migrants au Rwanda. C'était les conservateurs qui ont voulu cela, et Keir Starmer, il a dit non, ça suffit, on va pas envoyer des migrants au Rwanda. Donc il y a cette colère en fait. Et au milieu quand même de cette colère, vous parlez des mosquées incendiées, des policiers fracassés. Est-ce qu'on a une idée du nombre concret de groupuscules d'extrême droite qui défilent comme ça dans la rue? Est-ce qu'on a un nombre concret de ce danger? Non, il n'y a pas vraiment de nombre concret, parce que tous les jours, il y a des personnes qui se rassemblent dans plusieurs villes au Royaume-Uni. Et c'est très difficile pour la police de gérer ces conflits, ces émeutes. Et il faut savoir que l'ancien chef des Écossais, il a critiqué le Premier ministre parce que de ne pas envoyer des militaires dans ces villes pour protéger la population. Et est-ce que tout simplement, on va poser la question, franchement, on se parle vrai sur Sud Radio, est-ce que c'est pas tout simplement une ambiance de guerre civile que vous nous décrivez là? On peut le comparer à une ambiance de guerre civile, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que là, ça fait quand même pratiquement une semaine. C'est ça, et c'est vraiment la première épine du Premier ministre Keir Starmer, qui a été élu il y a un mois. Et il faut savoir, en 2011, il a été le directeur des procès publics. Et à l'époque, quand il y avait des émeutes au Royaume-Uni, il a laissé ouvert les cours de justice 24 heures sur 24. Donc à voir s'il va faire la même chose maintenant pour la justice. Et il faut savoir aussi, bientôt il y a le carnaval de Notting Hill au Royaume-Uni. Et aussi, ça va être intéressant de savoir si ces émeutes vont continuer jusqu'à là. Vous parliez du Premier ministre britannique fraîchement élu. Il a pris la parole hier soir. Il a promis que toute la force de la loi britannique allait s'abattre sur les responsables. Dans la population et sur place en Angleterre, comment est ressentie, comment est perçue cette première prise de parole forte au milieu d'actes comme ça par ce Premier ministre britannique plutôt de gauche? Oui, donc en fait, il a voulu le changement, le Premier ministre britannique, et il a soutenu la police et même la ministre de l'Intérieur, Yvette Cooper. Elle a déclaré que les personnes qui vont manifester vont avoir des peines de prison, peut-être des interdictions du voyage. Donc, ils veulent vraiment lutter contre les personnes qui créent le désordre public et à voir ce soir et dans d'autres jours quelles autres villes seront impactées. Et est-ce qu'on a déjà une idée du chiffrage des dégâts? Parce qu'on parle de magasins qui sont clairement pillés, on parle de policiers blessés, on parle de rues qui sont vraiment dans des états catastrophiques. Ça rappelle l'épisode français qu'on a dramatiquement connu, nous, l'été dernier avec les émeutes. Est-ce qu'on a déjà une estimation en chiffres de ces dégâts? C'est plusieurs milliers de livres sterling, parce que oui, vous avez raison, il y a beaucoup d'hôtels qui ont été pillés, beaucoup de magasins qui ont été aussi volés. Donc c'est vraiment un contexte que le Royaume-Uni ne connaît pas vraiment, parce que il faut savoir que
rares sont les manifestants au Royaume-Uni, mais là, quand il y a un contexte de colère, comme en 2011, par exemple, un homme a été tué par la police. Oui. Et c'est pour ça qu'il y avait des émeutes au Royaume-Uni en 2011. Et là, on peut le comparer à ces émeutes-là. Et donc, voilà, ça va être intéressant de voir comment. Parce qu'après, les mosquées qui ont été brûlées, il y a des personnes qui ont réparé les mosquées. Donc il y a une solidarité naturelle en Angleterre. C'est ça, absolument. La ministre de l'Intérieur, elle a promis de l'argent vers les mosquées pour plus de protection. Et dans ce contexte, quand même, il y a une question que je suis obligé de vous poser, parce que nous, en France, on a ces échos-là. Est-ce que déjà plusieurs riverains de ces villes-là vous expliquent ou vont dans les médias locaux en disant après un tel spectacle, moi, c'est un pays dans lequel je ne veux plus vivre. On a vu des chauffeurs de taxi qui témoignaient ici dans les médias français en disant à partir de maintenant, cet épisode a signé pour moi la fin de ma période en Angleterre. Est-ce que vous déjà, ça vous le voyez, vous le ressentez? Alors attendez, alors ça, on vous a légèrement perdu. Est-ce que vous pouvez essayer de répéter la question? Est-ce qu'on va être obligé de vous rechercher sur la connexion, cher Alexander Seal? Voilà, on vous a malheureusement perdu. Ce sont ce qu'on appelle les aléas du direct sur Sud Radio. Mais en tout cas, on va dans ce cas-là quitter tout doucement l'Angleterre et on vous mettra éventuellement les séquences restantes sur le site de Sud Radio pour directement partir dans un autre pays, en tout cas européen, qui est l'Ukraine dont on a beaucoup parlé, puisque les fameux avions, les fameux F-16 sont enfin arrivés. Ils ont survolé hier le ciel d'Odessa. C'est quelque chose qu'on n'espérait plus ici, et on va être au téléphone avec Marc Chassilian. Est-ce que vous êtes avec nous, Marc? Bonjour. Oui, bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes l'ingénieur militaire et expert des industries de défense qu'il nous faut absolument ce matin pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement sur le sol ukrainien. La première question semble évidente et naturelle, c'est quand même une annonce qui a été faite dans la torpeur de l'été, on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on sait les coulisses de ce deal pour que, au beau milieu de l'été, début du mois d'août, CF-16 traverse le ciel d'Odessa? Alors, je ne pense pas que l'opération consistait à rompre la torpeur de l'été. Je pense que c'est tout simplement le résultat de la construction d'un programme avec un calendrier extrêmement rigoureux qui est bâti depuis maintenant plus d'un an, puisque je rappelle que l'annonce des transferts de F-16, ça date de 2023, au printemps 2023, et que tout ceci a pris beaucoup de temps. Donc, en fait, je veux dire que calendairement, ça tombe comme ça tombe. Voilà, au milieu du mois d'août. Mais parce qu'on les espérait plus, c'est ce que je veux dire, on les espérait plus. Oui, alors il faut pas y voir malice. Alors on ne les espérait plus parce que en fait, on ne transfère pas un avion, on transfère ce qu'on appelle un système F-16. L'avion et le pilote ne sont que la petite partie émergée de l'iceberg. Ouais. Mais sous l'eau, vous avez une monstruosité qui s'appelle le système F-16 et qui comprend plusieurs choses. D'abord, ça comprend une très longue formation des pilotes, puisque les pilotes doivent parfaitement maîtriser leur machine dans tout le domaine de vol. En clair, ils doivent voler avec, ils doivent savoir voler avec et savoir tirer parti de leur machine. Il faut qu'ils apprennent tout le système d'armes, c'est-à-dire le fonctionnement du radar, des systèmes électroniques, la mise en œuvre des armements, c'est-à-dire les missiles, les bombes, etc., etc. Et donc, ils doivent apprendre énormément de procédures OTAN pour ça. Et c'est un long apprentissage. Et puis, la partie immergée de l'iceberg, c'est que quand vous avez un pilote et un F-16 dans le ciel, vous avez entre 20 et 30 personnes au sol pour l'assister. Oui. C'est-à-dire qu'il faut des équipes d'entretien, de maintenance. C'est très complexe, très lourd. Il faut que toutes ces personnes soient formées et il faut qu'à un moment donné du calendrier, toutes les lignes du calendrier se rejoignent en un point, c'est-à-dire il faut un avion en bon état, un pilote entraîné, des équipes au sol entraînées, du matériel de maintenance et d'entretien, des armements,
des infrastructures, c'est-à-dire je pense que les Ukrainiens ont dû aussi modifier un petit peu leur base aérienne pour accueillir les F-16, se moderniser, s'adapter, voilà. Et donc en fait c'est toutes ces pièces du puzzle qui doivent s'assembler à un moment donné. Et si vous manque une ou deux pièces du puzzle, le puzzle n'est pas complet. Ça signifie en clair que d'un point de vue opérationnel, vos F-16 ne sont pas utilisables si vous manque une des pièces du puzzle. Vous voyez, voilà. Bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez... c'est pour ça que ça prend du temps. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement, avant qu'on rentre un peu plus dans le concret, qu'est-ce que les F-16 et pourquoi les F-16 étaient si attendus que cela en territoire ukrainien? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, l'armée de l'air ukrainienne est totalement épuisée. Elle a été en grande partie détruite au sol par l'aviation russe dans les premières semaines du conflit en 2022. Donc, il ne restait plus que quelques avions disponibles dans l'armée de l'air ukrainienne. Donc, en fait, l'armée de l'air ukrainienne, elle était clairement squelettique. Voilà. Donc, les F-16 vont lui permettre de regagner du muscle, si j'ose dire. Donc, de regagner en volume. Et donc, la possession d'une armée de l'air tactique avec un volume critique donné, c'est une donnée absolument essentielle pour la poursuite de la guerre en Ukraine. Et en particulier, ça permettra de soulager les défenses antiaériennes qui s'emploient tous les jours et toutes les nuits à essayer de protéger les villes ukrainiennes. Et qui étaient visiblement un peu fatiguées. Voilà. Et qui sont alors non seulement elles sont fatiguées techniquement, mais il y a aussi un problème d'approvisionnement en missiles, c'est-à-dire que les stocks de munitions. Les stocks de munitions que les Occidentaux sont capables de transférer en Ukraine, ça me nuise. Et donc, il était temps que les F-16 prennent un peu le relais, parce que bon, F-16, évidemment, c'est capable d'abattre des avions dans le ciel, mais aussi des missiles de croisière et des drones. Donc, ça va un peu soulager les batteries antiaériennes au sol. Mais selon vous, Marc Chassilian, est-ce que pour vous, cette livraison de F-16, alors évidemment, tous ne sont pas encore arrivés, mais est-ce que c'est le fameux game changer qu'on attendait depuis le début de cette guerre? C'est-à-dire le retournement de situation qui fait que peut-être dans les prochains mois, l'Ukraine peut gagner cette guerre enfin? Alors, moi, je suis toujours très prudent avec le mot de game changer, parce que game changer, ça veut dire c'est celui qui change le jeu. Bon, je ne pense pas que les F-16 aujourd'hui vont changer le jeu, mais ils vont faciliter le jeu des Ukrainiens. Voilà. En clair, tant que les pays occidentaux n'autorisent pas ces fameux F-16 à frapper le territoire russe, ce qui là changerait effectivement la donne et changerait sans doute un peu la physionomie de la guerre. On n'en est pas là. Donc aujourd'hui, les F-16, ils vont rester au-dessus du territoire ukrainien à faire du mieux qu'ils peuvent pour contrer les offensives russes. Parce que vous abordez un point essentiel, parce que durant les derniers mois, on a écouté, je pense, les auditeurs de Sud, nous ici en studio, tous les experts nous racontaient que le problème des livraisons de certaines armes, c'était que il ne fallait pas frapper le territoire ukrainien, il ne fallait ne pas frapper certaines infrastructures. Donc là, on se dit bon, concrètement, qu'est-ce que vont changer ces avions, si ce n'est pour ne pas frapper éventuellement les infrastructures stratégiques, éventuellement les réserves d'essence, les réserves d'armes russes. Est-ce qu'on va encore avoir cet éternel débat à savoir il faut frapper, pas frapper? Alors, vous avez noté que depuis février 2022, où on s'était engagé à livrer des pansements et des casques à l'Ukraine, on a quand même franchi plusieurs paliers. Bon, là, on en est à livrer maintenant des F-16. Donc, vous voyez l'écart absolument considérable de posture politique que les pays occidentaux. C'est assez frappant, hein, voilà. Bon, donc aujourd'hui, si vous voulez, les dons ou les cessions de matériel s'accompagnent d'un certain nombre de limitations dans leur emploi. Ce qui est vrai aujourd'hui pour les F-16 était déjà vrai depuis un an avec les missiles Scalp et les missiles Storm Shadow que les Anglais et les Français avaient livrés, de même qu'avec les missiles ATACMS que les Américains avaient livrés. Oui. C'est-à-dire que ces matériels, on avait dit aux Ukrainiens, vous pouvez taper tous les territoires occupés par les Russes, c'est-à-dire la Crimée, le Donbass, etc., parce que c'est un territoire ukrainien, ou supposait-elle, donc vous pouvez y aller. Par contre, ligne rouge, vous ne pouvez pas taper les objectifs pourtant extrêmement juteux, pardonnez-moi l'expression, qui se trouvent sur le territoire de la Russie. Avec les F-16, on est exactement dans cette même posture. Alors, est-ce qu'il y aura on offre un tour de piste supplémentaire aux Ukrainiens? Est-ce que c'est pas, excusez-moi, mais on va se parler franchement, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? C'est-à-dire que on franchit un peu des lignes, on parlera dans quelques instants évidemment du rôle de la France, notamment dans la formation des pilotes de F-16, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite? C'est-à-dire que, bon,
on donne le moyen à l'Ukraine de faire, on va dire, un tour de piste supplémentaire, mais sans leur permettre non plus d'aller frapper, on va dire, ou de prendre en charge certaines cibles pour que ça puisse vraiment déterminer un éventuel tournant dans la guerre. Est-ce que de la part des Occidentaux, ce n'est pas un peu hypocrite ? En fait, alors on peut juger cette position hypocrite, mais tout ceci revient à une chose, c'est quelle est la conduite politique de la guerre par les Occidentaux. En clair, où veut-on en arriver ? Quel est le but de tout ça ? Est-ce que c'est de donner aux Ukrainiens les moyens de gagner la guerre ? Alors, tout à fait entre nous, puisqu'on se parle franchement, je crois que ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué, parce que si on considère que la victoire, c'est la reconquête des territoires occupés, je pense que ça va prendre beaucoup de temps et ça demandera énormément de moyens. Pour donner quelques repères, la Russie occupe actuellement 18% du territoire ukrainien, c'est bien ça ? C'est ça, plus la Crimée. Plus la Crimée, c'est ça. Plus la Crimée, voilà, plus la Crimée. Bon, donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un objectif extrêmement difficile à atteindre, mais je suis prêt à débattre sur le sujet. L'autre objectif qu'on pourrait se donner, ce serait d'arriver à un cessez-le-feu. Ou à un arrêt du conflit avec un certain nombre de négociations qui restent bien sûr à déterminer. Mais pour négocier, il faut être deux. Et donc, quel est le moyen que nous envisageons pour que la partie adverse, en clair les Russes, consente à se mettre à cette table de négociation. Donc, il faudrait vraiment que Monsieur Poutine alors je dis pas le couteau sous la gorge, mais commence à sentir que les choses tournent, pas forcément en sa faveur, ou qu'il va véritablement s'enliser, que ça va commencer à lui coûter extrêmement cher, pour qu'il dise bon, ok, je consens à venir discuter. Mais pour ça, il faut que la situation sur le terrain soit favorable aux Ukrainiens. Or, aujourd'hui, tant que l'Ukraine n'est pas capable de frapper des cibles en Russie qui vraiment pourraient réellement contrarier la manœuvre russe et la guerre menée par les Russes, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui amènerait M. Poutine à s'installer à la table des négociations. Donc, dernière question. Au-delà du F-16, au-delà du F-16, il y a vraiment cette conduite politique de la guerre. Et dernière question, Marc Chassilien, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut répondre maintenant aux partisans de la crainte de l'escalade permanente entre la Russie et les pays de l'OTAN ? On a dit qu'on ne livrait pas certaines armes, on les a livrées. On a dit qu'on ne formerait pas forcément les pilotes des avions de chasse, on l'a fait. On a dit qu'on ne livrerait pas les F-16, on l'a fait. Que répondre à ceux qui aujourd'hui nous accusent de faire le jeu de l'escalade ? Eh bien, il faut leur répondre que l'évolution de la guerre depuis maintenant 2 ans et demi et l'évolution des positions occidentales font que les pseudo-lignes rouges n'ont cessé d'être bousculées et d'être reculées. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est y a-t-il des lignes rouges ? Puisque à chaque fois on les a allègrement franchies, même si elles étaient totalement virtuelles. Alors il y en a sans doute une qui est effectivement, quand l'on peut qualifier de ligne rouge, c'est l'intervention au sol de troupes de l'OTAN. Voilà, ça effectivement c'est la vraie ligne rouge. Mais pour ce qui concerne la livraison des matériels et leur emploi, en fait je doute qu'il y en ait une. Mais ce n'est qu'un avis très personnel. Mais merci de l'avoir donné ici sur l'antenne de Sud Radio, Marc Chassilien. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio parce que c'est l'heure du grand débat de l'été. On se retrouve avec Claudia Cohen évidemment du Figaro, Gaspard Genzer évidemment et la députée sortante Fanta Berete, et on attend évidemment vos coups de fil au standard de Sud Radio 0800 326 326. 10h-13h, Maxime Liédo. Il est 10h30 sur Sud Radio, bienvenue, je suis ravi de passer une partie de l'été avec vous. On va désormais passer au grand volet, nos grands débats. On attend vos appels au 0826 300 300 et vos réactions, notamment sur les réseaux sociaux de Sud Radio ainsi que sur l'application. Bonjour Gaspard Genzer. Bonjour. Vous êtes l'ancien conseiller communication de François Hollande et vous avez désormais vos propres activités de communication. On vous voit dans tous les plus grands dossiers politiques. Merci beaucoup d'être à l'antenne de Sud Radio. Merci pour l'invitation. Bonjour Claudia Cohen. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes journaliste au service économie du Figaro et on va avoir besoin de vous notamment pour nous éclairer sur les nouvelles méthodes du fisc pour aller traquer les Français jusque dans leur piscine. On verra ça, ce sera l'un de nos derniers débats. Et bonjour Fanta Berete. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée sortante, on va dire plutôt du côté macroniste de l'échiquier politique. Tout à fait. ce n'est pas une insulte. Je ne le prends pas comme une insulte. On va passer au premier thème et je veux vraiment avoir votre avis là-dessus. Ça fait des semaines, des jours, des mois qu'on parle, ça y est, de la folie des JO. On ne peut pas passer une journée sans passer devant un kiosque, sans regarder un JT, sans écouter la radio, sans qu'on vante les mérites sportifs, les athlètes, la réussite française, le nombre de médailles. Et j'ai l'impression qu'on vante un pays qui n'existe pas en réalité. Parce qu'on sait que les infrastructures en France, et d'ailleurs ça avait été l'un des propos de Florent Manodou dans une émission, n'est pas forcément le pays qui a les meilleures infrastructures. On ne peut pas dire qu'on vante le sport, même à l'école. Je crois pas que ce soit en faisant de l'élastique qu'on arrive champion olympique. On vante le mérite de ces athlètes, le sacrifice, et on vante surtout le drapeau français, la Marseillaise, la fierté de service la France. Est-ce qu'on vit pas tout simplement dans une parenthèse enchantée, Claudia Cohen du Figaro? Non, moi je pense qu'on vante surtout la devise française, liberté, égalité, fraternité. Égalité d'abord parce que ces JO, c'est la parfaite démonstration que tout le monde a ses chances. Vous pouvez être issu de n'importe quel milieu social. L'accès à la compétition se fait sur le mérite, sur le travail. Et je pense que pour une fois aussi, ça fait un peu de bien de voir ça, que les Français voient que les jeux ne sont pas truqués cette fois, comme ça peut l'être sur certains autres pans de la société. Et puis aussi sur le pan de la fraternité, on voit une ferveur retrouvée. C'était ce qu'il fallait aux Français. Et en fait, je suis pas d'accord avec ces diagnostics que on exacte normalement ces valeurs. C'est plutôt que les Français ont besoin de croire ce qu'ils voient. On les connaît, les Français, ils sont toujours défaitistes jusqu'à ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Et là, on le voit. Et les JO aussi, ça nous permet de nous comparer avec les autres pays. Ça fait quand même des mois, voire des années qu'on tape sur l'éducation française, qu'on tape sur l'éducation, vous le disiez Maxime, qui peuvent être prodigués aux sportifs. On se rappelle même du coup de gueule du président de la République, rappelez-vous, qui avait convoqué les sportifs en leur disant bon, maintenant les cocos vous êtes bien gentils mais il va falloir bosser parce qu'on veut ramener des médailles. Donc ça rejoint totalement ce que vous dites. Oui, ça rejoint, mais là on voit que par rapport aux autres pays on brille et que la France n'est pas aussi mal en point qu'on voulait nous le faire croire, franchement. Gaspard Ganzer, sur ce sujet, est-ce qu'on a une image totalement biaisée de la France, une parenthèse enchantée qui ne correspond en rien avec au final ce qu'on dit de notre beau pays au quotidien? Non, mais notre pays n'est pas d'un seul bloc, et ce qui fait tout son charme, et ce qu'on aime avec la France, c'est ses excès, l'excès dans la critique et le défaitisme tel qu'ils peuvent se déployer ou qu'ils ont pu se déployer dans les semaines qui ont précédé les Jeux, qu'elle être une catastrophe, qu'elle n'allait pas réussir à se tenir dans des bonnes conditions, n'allait pas pouvoir se baigner dans la Seine, il allait avoir des problèmes de sécurité, français, etc. Bon, après pour la Seine, on va peut-être attendre parce qu'il y a 2-3 athlètes qui... On a tout de voir d'un point de vue épidémiologique si se passe dans quelques semaines. Mais et après excès dans l'autre sens, c'est-à-dire que là on est passé d'un excès à l'autre, c'est-à-dire aujourd'hui on est dans l'excès d'autosatisfaction cocardière. J'adore le coq gaulois qui d'un coup d'un seul lève la tête et commence à chanter au petit matin et même du matin jusqu'au soir. Et vous verrez que dans 2 semaines, 3 semaines, ça nous semblera bien loin. Alors à la fois ça sera un bon souvenir avec une nostalgie très positive et en même temps on passera à autre chose parce que les Français ont du mal à se réjouir. Ils le font très bien avec beaucoup d'intensité et quand c'est terminé, ils passent à autre chose. Et Fanta Berete, vous qui avez été député, qui avez été confronté au pessimisme politique quand même permanent, comment vous observez tout d'un coup cette fierté française, cet engouement français? Moi, je trouve ça magique réellement, mais les Français sont toujours au rendez-vous, j'ai envie de dire, des grands événements en fait, que ce soit la Coupe du Monde de football ou même de rugby. Quand le sport est là, les Français sont là à l'unisson. Ces JO arrivent aussi après les JO de Tokyo, où nous étions complètement dans la Covid. Il y avait eu un doute sur le fait d'ailleurs qu'on puisse réaliser ces JO, et les athlètes avaient été quasiment enfermés et à huis clos. Donc on arrive aussi après la période 2020
où chacun est devenu finalement journaliste, est devenu conseiller sur Internet. Les images là sont TikTokables, elles sont Instagrammables, donc ça participe aussi à l'engouement, que vous soyez au bureau avec un double écran ou que vous soyez rue Le Pic, comme ça s'est passé ce week-end. Finalement, vous participez aussi en ligne à cet engouement. Chacun peut voir les images, donc je pense qu'on est au rendez-vous. L'écran est magnifique. Les images de Paris sont sublimes. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu de telles. Les champions sont au rendez-vous, donc je pense effectivement que la parenthèse est juste magique. Je suis pas forcément d'accord avec le mot utopique. Je pense qu'on a juste envie de profiter un peu et ça fait du bien. Non, mais comment expliquez-vous, vous qui êtes une politique quand même, que quand on parle régulièrement du drapeau français, c'est quand il est ou arraché dans des rues ou brûlé dans certaines manifestations. Quand on parle de la Marseillaise, c'est parce que certains la trouvent trop violente ou certains sportifs ne veulent pas la chanter, et que tout d'un coup on a l'impression que on redevient patriotique, alors qu'on sait malheureusement que ce n'est pas la tendance politique du pays, pas beaucoup en tout cas, où on nous donne cette sensation régulièrement. On a cette sensation régulièrement, et l'un des exemples les plus forts, ce sont les images des forces de l'ordre dans les rues de Paris et ailleurs d'ailleurs, où finalement il y a ce lien avec la population. Moi je pense que l'événement est hors norme, donc les Français se laissent aller, et j'espère qu'on gardera un héritage de toute cette période, parce que les forces de l'ordre ne sont pas forcément contre nous, parce que le drapeau français, moi qui suis une enfant de la République, avec des parents qui sont venus de très loin, je suis fière de ce drapeau, je suis fière de le voir dans les rues de Paris, sur les balcons. Et quant à la Marseillaise, depuis qu'on est petit, effectivement, on a ces couplets un petit peu difficiles, mais c'est notre histoire, c'est l'histoire de ce pays, et voir tous ces Français et même ces étrangers, parce que c'est ça, au fur et à mesure, il y a tellement de médailles qu'on a des étrangers aussi qui chantent certains couplets, c'est juste fantastique. Et j'ai envie de dire, le pessimiste dehors pendant quelques jours, et j'espère qu'on aura les mêmes images pour les JOP qui sont également importants, pour lesquels j'espère que les Français vont continuer à vibrer et que l'esprit patriotique durera jusque-là. Gaspard Ganzer, vous qui avez travaillé à l'Élysée sous le quinquennat de François Hollande, notamment pendant les attentats de 2015 où la France a quand même été largement insultée, mis à mal, comment vous interprétez ce soudain élan patriotique qui est quand même, j'ai l'impression, pas la norme en temps normal, ou alors je ne vis pas dans le même pays depuis 25 ans. Je pense qu'on a en nous ce fervent patriotique qui reste toujours présent. Et vous parliez des attentats. Pendant les attentats justement de Paris, de Saint-Denis, en janvier 2015 et après en novembre 2015, on avait aussi vu des grands moments patriotiques. Il y a eu cette marche du 11 janvier dans laquelle les gens avaient défilé au nom de liberté, égalité, fraternité, comme le disait Claudia tout à l'heure. Il y a eu, après les attentats de novembre 2015, tous les Français qui avaient mis à leurs fenêtres, à leurs balcons, des drapeaux bleu, blanc, rouge. Les forces de l'ordre, vous en parliez tout à l'heure, Maxime, avaient été applaudis dans la rue. François en parlait aussi, avaient été applaudis dans la rue. Parce que dans des moments de crise ou dans des moments de joie, on retrouve cette ferveur patriotique. Mais ne nous voilons pas la face. Après 2015, la politique a pu reprendre son droit. Mais comment expliquer que ce qui devrait être la norme, c'est-à-dire notre drapeau, notre hymne, ne nous fasse, on va dire, rêver qu'en période de crise, comme les attentats de 2015, ou comme dans les périodes de grande ferveur, comme pendant les JO? Je ne pense pas qu'on l'abandonne en dehors de ces périodes particulières. On le garde pour nous, mais l'exaltation patriotique, elle se déploie dans des moments exceptionnels. On n'est pas aux États-Unis dans lesquels tous les matins on vient planter un drapeau américain dans son jardin. Et heureusement, je suis très content de pas être américain et que mes enfants ou que moi-même, quand j'étais enfant, on m'oblige pas à chanter l'hymne national tous les matins avant d'aller prendre mon goûter. Enfin, je trouve que c'est un tout petit peu too much. On peut aussi faire d'autres choses et avoir un autre rapport à la raison et à l'éducation. On le garde en nous et de temps en temps on l'exalte, et peut-être qu'on l'exalte aussi de façon particulièrement forte parce que c'est exceptionnel. Claudia Cohen, comment vous interprétez, vous, ce manque, on va dire, d'intérêt patriotique le reste de l'année, et que ce ne soit exalté que dans les périodes de crise ou de ferveur? Je pense que l'enthousiasme là qu'on voit pendant les JO, ça souligne le défaitisme qui règne en France habituellement, que ce soit quand même de la part de politiques parfois qui sont un peu bavards et qui ont tendance à porter un discours très négatif, que ce soit de la part des médias aussi. Il y a quand même un diagnostic à faire, parce que si on regarde
la plupart des médias, que ce soit dans la presse, en télé, il y a eu énormément de critiques sur les JO, qui a pas alimenté un bon storytelling. Et puis ensuite, de la part de nos intellectuels, je trouve aussi, il y a une perte en France d'un discours des Lumières, d'un discours positif de la part des intellectuels. Et en fait, on a l'impression que dans le débat public, qui est quand même très occupé par finalement une minorité, je pense, de Français, on a un discours tout le temps négatif. Et j'espère, après, comme vous l'appeliez, cette parenthèse à chanter, que on aura un peu de ça. Et puis je pense aussi qu'avec les JO, on voit des valeurs d'humilité qui manquent beaucoup en France, qui sont moins montrées. Ces valeurs d'humilité, que ce soit l'humilité dans la victoire, mais aussi dans la défaite, parce que quand on regarde les derniers événements politiques, je suis pas sûre qu'on puisse parler d'humilité dans la défaite. Et ça fait du bien aussi deuxième sujet de débat, je crois. Voilà, ça fait du bien de voir ça aussi. Et c'est une vraie réalité. Et donc je pense que d'une certaine façon, le diagnostic qui était posé avant n'était peut-être pas le bon. Et ça, faut absolument qu'on le garde après les JO. On va aller au Standard accueillir Sabine qui est avec nous, qui habite à Montpellier. Bonjour Sabine. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet élan patriotique qu'on ne voit pas au quotidien? Est-ce que vous pensez que, on va dire, c'est le zoom des médias qui c'est le mettre en valeur uniquement quand ça dégénère, ou au contraire, c'est quelque chose que les Français ont totalement en eux et on fait aussi un zoom quand ça va super, comme là actuellement avec les JO? Je pense qu'on avait besoin d'une bouffée d'air après tout ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines. On va pas parler des élections parce que ça a été laborieux. On va en parler après, Sabine. On vous garde au Standard. On avait vraiment besoin d'une bouffée d'air. Moi, je me régale tous les jours. Je regarde tout ce que je peux regarder. Ça me fait énormément de bien, ne serait-ce que dans la tête. Ça donne un vous êtes totalement happé par les JO? Ah, moi, je suis happée par les JO parce que pour moi, c'est positif. Tout ce qui est positif et qui nous tire vers le haut, ça peut pas nous faire de mal. Je pense que les Paralympiques vont être aussi formidables. Et bravo, parce qu'on a assez critiqué l'ouverture des Jeux. Je trouve ça un petit peu lamentable. Moi, je me suis régalée. Vous avez adoré la cérémonie, par exemple? Ah ben, j'ai pris ça au second degré. Et franchement, le second degré, c'est ce que la France nous montre à chaque fois. Donc, il faut arrêter de regarder sous la soutane et de faire comme si c'était passé une horreur. Ça a été fabuleux. La France, ce pays qui regarde sous la soutane, Sabine, merci. Pour une fois que notre pays donne du positif au monde entier, et je dis bien au monde entier, mais profitons-en vraiment. Alléluia, quoi. Trinquons ensemble, faisons la fête. Voilà, ça va pas durer. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Sabine, par exemple? Moi, je suis fonctionnaire, je suis au bureau, là. Et alors, au bureau, comment ça se passe? Vous avez une télé allumée en fond, vous avez la radio allumée en fond, vous vous retrouvez où c'est? Le soir, quand vous rentrez, Eurosport, Sud Radio en fond, comment ça se passe? Racontez-nous. Ah bah Sud Radio tous les soirs, oui, forcément, parce qu'avec les bouchons, j'ai le temps de vous écouter, mais alors en large et en travers. Donc non, je suis les JO quand je peux le suivre, c'est-à-dire entre midi et 2 à ma pause, ou le soir quand je rentre à la maison. Ah oui, vraiment, c'est frénétique. Et tout le week-end, j'ai passé mon week-end devant les... Alors, je dirais pas que je regarde tout, parce que c'est très compliqué, on nous montre pas tout non plus. Mais franchement, pour une fois que ça nous fait du bien, et les Paralympiques nous feront aussi du bien, profitons-en, ça va pas durer. Donc, profitons-en, c'est un mois et demi de bonheur, quoi. C'est l'été, il fait beau, on est heureux, quoi. Profitons-en. Ouais, donc, votre message, Sabine, c'est profitons, engouffrons-nous dans ce shoot de bonheur avant septembre, avant qu'on parle du budget, de la crise, du Premier ministre, etc. C'est ça? Ça reviendra assez vite, vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir été au Standard avec nous, Sabine, à Montpellier, ville absolument magnifique. D'ailleurs, on aura tout à l'heure au téléphone votre maire, Michaël Delafosse, parce que c'est de votre magnifique ville dont sont issus les prodiges du ping-pong, notamment les frères Lebrun qui ont fait, mais un petit massacre au JO, dont un qui a récolté quand même la médaille de bronze. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour se parler vrai. Ce sera la suite de nos débats avec ce thème, Xavier Bertrand, futur Premier ministre. Tout ça pour ça, franchement, on se retrouve avec Gaspard Ganzer, Claudia Cohen et Fanta Berete. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble jusqu'à 13h. On est toujours en studio avec Gaspard Ganzer, qui était le directeur de la communication de François Hollande, Claudia Cohen, journaliste au Figaro, journaliste économie même au Figaro, et Fanta Berete, membre Renaissance, députée sortante. Et on va plonger les mains dans le cambouis de la politique française. Parce que depuis quelques jours, il y a une rumeur. Alors attendez. Tout de suite, ne sautez pas sur votre téléphone pour nous appeler au Standard au 0826 300 300. On parle de Xavier Bertrand, Premier ministre. Alors ne hurlez pas, ne nous appelez pas tout de suite en furie. Qu'est-ce qu'on pense autour de la table de cette hypothèse? Parce qu'on a quand même connu une dissolution, des législatives anticipées, des résultats quand même inattendus, l'extrême droite qui a atteint des niveaux records pour éventuellement aller chercher Xavier Bertrand.
Gaspard Gandière, qu'est-ce qu'on en pense ? Bah c'est dur quoi. Là on sort des jeux, on est sur du Teddy Riner et du Léon Marchand et on arrive à Xavier Bertrand. Donc non mais c'est un homme politique de valeur. Il a des qualités et à l'échelle de ce qu'est la classe politique à l'heure actuelle, il est plutôt dans le haut du panier. Il fait ce qu'il peut. Il a été plutôt un bon président de région, d'ailleurs, dans les Hauts-de-France. Qui a fait reculer l'extrême droite. Oui, il a battu 2 fois l'extrême droite dans les Hauts-de-France. Il a de l'expérience politique, donc franchement, j'ai rien contre lui à titre personnel, même plutôt de l'estime pour lui. Mais c'est vrai que après toute la séquence électorale qu'on a vécue, les élections européennes, ces élections législatives, comme le besoin de renouveau qui avait été exprimé par les électeurs en bousculant les équilibres à l'Assemblée nationale. C'est vrai que revenir à un ancien ministre de Jacques Chirac, puisqu'il a été ministre de Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire 20 ans auparavant, c'est pas 20 ans après d'Alexandre Dumas, c'est 20 ans avant là qu'on a devant nous. Bon, il sera peut-être un bon Premier ministre, mais c'est un peu bizarre. Et puis il y a même un côté, pour filer la métaphore télévisuelle cette fois, vraiment camoulox, quoi. C'est-à-dire que on va aller choisir un Premier ministre venu des Républicains qui ont, sauf erreur de ma part, moins de 50 députés. Ouais. Mais c'est tout sauf la lecture des dernières élections législatives. Donc on est dans un déni et de réalité et en plus un déni démocratique. On est chez Ionesco. Enfin vraiment c'est dans l'absurdité. C'est-à-dire que on se demande ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. Il se dit, bon voilà, il y a une force politique qui arrive en tête de peu, le nouveau Front Populaire. Ok, on prend pas un Premier ministre là. Ok, bon. Il y a une force qui est arrivée en 2e position, qui est ensemble. On prend pas un Premier ministre là. Il y a une forme qui est arrivée en 3e position. Vous, à l'Élysée, conseiller d'Emmanuel Macron, on va chercher un groupe parlementaire avec genre 40 députés. Le mec est même pas député lui-même. Et on va le mettre comme Premier ministre en se disant qu'il va réussir à rassembler autour de lui. Donc, que Lucie Castet soit peut-être pas capable de le faire. Bon, peut-être. C'est un débat qu'on pose, c'est une question qu'on peut se poser. La question. Moi, je pense qu'elle pourrait le faire. Mais bon, il nous dit que c'est pas le cas. C'est pas le cas d'ensemble non plus. C'est pas le cas du Rassemblement national. Mais par contre, le type qui représente une famille politique qui a 40 députés, il a plus de chances de rassembler les autres. Franchement, c'est absurde. Fanta Berete, vous qui êtes ancienne députée, membre du parti présidentiel, comment vous analysez ou comment vous apercevez ce mirage nommé Xavier Bertrand qui visiblement est l'homme providentiel pour réunir les Français ? Je ne sais pas si c'est l'homme providentiel. Aujourd'hui, je parlais personnellement. En fait, la difficulté, c'est le portrait robot de la personne à trouver. Il faut quelqu'un qui ait envie déjà, parce que il faut avoir envie de s'enclencher là sur une période d'1 an au minimum. Il faut surtout avoir envie de monter dans le Titanic. Faut être franc. Je suis pas complètement d'accord, mais en tout cas, il faut avoir envie, il faut quand même avoir de l'expérience parce que ça va pas être simple. La rentrée, vous le savez, on entame avec le budget, donc le budget sur lequel nous avons sorti pendant 2 ans des 49.3. Donc là, il va falloir trouver déjà plus de 25 milliards, mais c'est pas moi qui en parlera le mieux là-dessus. Et puis ensuite, à gauche, on n'y arrive pas. Enfin, moi, je regardais, donc je me disais, écoutez, à gauche, on va trouver forcément quelqu'un. Mais que ce soit Marine Tondelier ou Madame Castet, plus finalement on les a écoutés, plus je me suis dit, on s'écarte un petit peu de cette coalition que nous pourrions trouver. Et en pensant à mes anciens camarades, je me suis dit, mais jamais ils ne formeront de deal avec ces personnes-là. Donc, est-ce que votre réflexion là n'est pas finalement très française, c'est-à-dire l'impossibilité de former une coalition, l'idée de dire mes anciens camarades ne pourront jamais accepter d'aller, on va dire, tendre la main pour aller chercher des gens qui pensent pas comme nous. Mais je pense qu'on a essayé d'aller chercher des gens sur certains textes. Moi, j'ai travaillé plutôt sur les textes sociaux en étant à la commission des affaires étrangères et parfois ça a été difficile. Et moi, je fais partie de cette nouvelle génération politique. Je n'ai pas un passé important dans cette question. Je me suis engagée parce que j'avais un certain nombre de convictions, parce que la cause sociale est importante, parce que je reste une libérale malgré tout, et que finalement, même si on a révolutionné un peu la chose politique en 2017, finalement, je trouve que chacun, dans sa cour, a tiré les ficelles à l'ancienne. Et c'est peut-être ce qui nous amène effectivement ici, et même dans ma propre famille politique, c'est-à-dire que chacun voulant le pouvoir, voulant être premier dans les sondages, a laissé un petit peu ce qu'il y a de plus beau en politique, c'est-à-dire finalement le concret, les solutions. Améliorer la vie des Français. Et ça, c'est quelque chose de Xavier Bertrand ne vous inspire pas ce sentiment, cette possibilité ? Je vais pas parler...
aujourd'hui, des noms sortent dans la presse. Moi, je ne suis pas au Palais de l'Élysée. Qu'on puisse sonder. Vous êtes membre de la majorité, c'est intéressant, on se parle vrai ici. Voilà, exactement. Mais pour parler vrai, en fait, qu'on puisse sortir des noms et puis tester avec les journalistes, tester avec l'opinion, même si tout le monde est focus sur les JO, c'est important. C'est de cette manière aussi que finalement, on va se dire, est-ce que cette personne a une chance? Parce que finalement, pour cette personne-là, il faut qu'elle soit consensuelle. Donc c'est un exercice très difficile et très périlleux. Donc je pense que depuis une semaine, on entend ce nom qui résonne un peu de partout. L'idée, c'est de sonder. C'est ce qui est fait à l'heure actuelle. Et j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il y a moins finalement de blocus qu'avec les précédents noms qu'on avait vu émerger du côté de la gauche. Et vous, Claudia Cohen, journaliste économie au Figaro, qu'est-ce que vous pensez de Xavier Bertrand comme figure potentiellement paternelle pour rassembler les politiques français? Moi, ce que je sais, c'est que Xavier Bertrand, ça fait plusieurs semaines qu'il essaye de draguer les patrons et les syndicats, parce que c'est aussi des gens importants à conquérir. Ce que je sais aussi, c'est qu'il s'est mis quand même en opposition pas mal de fois ces dernières années contre Emmanuel Macron sur des grands dossiers sociaux qui sont très importants. On pense par exemple à Ascoval. Là, il y a tout ce qui est l'usine autour de la marque Le Biscuitier Lu aussi, qui est un petit peu en péril. Donc, c'est un choix qui serait plutôt intelligent par Emmanuel Macron. Après, Xavier Bertrand à Matignon, c'est quand même, je pense, ça laissera une forme de colère et de goût amer pour les Français. Franchement, c'est ce que disait Gaspard Ganzer tout à l'heure. Est-ce que c'est pas le retour à la politique de 2007, à la vieille droite, alors que là, on a besoin d'un nouveau souffle. On se retrouve avec Xavier Bertrand. Oui, mais c'est même pas ça. Au-delà de toute l'analyse politique, c'est plus les Français se sont déplacés massivement pour aller voter avant l'été. Ils sont arrivés 4e. À un moment, il y a aussi un peu de cohérence à avoir sur le profil qu'on essaye de présenter. Il y a, quand vous regardez les sondages, les derniers IFOP qui ont été faits, Xavier Bertrand, je crois qu'il arrive à la 7e place dans les personnalités plébiscitées par les Français pour être Premier ministre. Donc moi, je trouve ça compliqué. Après, Xavier Bertrand, ça fait 10 ans, plus de 10 ans, même 12 ans, qu'il se prépare pour être Premier ministre, pour être au poste de présidence. On rappelle quand même, c'est pas la première fois que son nom sort du chapeau. Au dernier remaniement, il y avait dans la presse... c'est toujours la roue de secours. C'est toujours la roue de secours qui est là. La question, c'est quel est son intérêt à y aller, à Xavier Bertrand? On a dit que c'était Est-ce qu'on refuse une place en France de Premier ministre? Je sais pas, Gaspard Ganzer. Est-ce qu'on refuse? Surtout Xavier Bertrand, il est quand même pas au top de sa forme à droite. On va dire que non, mais c'est vrai. Il a essayé déjà à plusieurs reprises d'être candidat à l'élection présidentielle et il n'y est pas parvenu. Franchement, plus personne ne mettait une pièce sur lui dans la perspective de 2027. Donc là, s'il va à Matignon, c'est vraiment une sorte de comeback invraisemblable, digne des chaussures vintage Gazelle chez Adidas, quoi. Vraiment, on les voit revenir comme jamais. Et donc, je pense que d'ailleurs, ça va pas faire plaisir à grand monde à droite et au centre droit. Il y a la guerre avec Laurent Wauquiez. Je pense qu'il va pas être ravi de voir Xavier Bertrand débarquer à Matignon alors que il l'avait éliminé de la course. Et pareil, Édouard Philippe ou Gabriel Attal qui se voient à l'Élysée en 2027, ils vont pas tout faire pour aider Xavier Bertrand. Donc je pense que Xavier Bertrand, c'est une personnalité de la droite. Il a encore une fois beaucoup de valeur et d'expérience. Il serait tout à fait capable d'être Premier ministre. Mais je pense qu'il bougera pas beaucoup de voix autour de lui. Pourquoi? Parce que ni les Républicains, ni les députés de la majorité présidentielle seront ravis de voir arriver ce rival à Matignon qui a quand même un poste de pouvoir. On va aller au standard juste avant de vous donner la parole, Claudia Cohen. On est avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Bonjour à tous vos invités sur le plateau. Vous suivez attentivement le débat. Vous avez vu, on a sorti un nom qui vous a fait plaisir, je crois. C'est Xavier Bertrand. Est-ce qu'on y croit pour le poste de Premier ministre, Christophe? Je sais pas si ça me fait plaisir. Moi, je trouve... Pour moi, c'est la politicard de province qu'elle est dans longue. On parlait de marque de chaussures. C'est une vraie géox, en fait. C'est-à-dire, il est plan-plan, confortable, mais on ferait pas un marathon avec, quoi. Donc, moi, Xavier Bertrand, non, je comprends pas très bien. Maintenant, la manœuvre du président de la République, elle est assez bonne. NFP, bon, avec les conflits et l'ombre de Mélenchon, qui rappelle l'extrême gauche, ça fait peur. Donc, il veut essayer de s'en sortir, je pense. Maintenant, un choix d'un Premier ministre plutôt techno, c'est-à-dire quelqu'un qui soit à la fois technique et je dirais gaulliste social. Et moi, j'avais deux noms qu'on entend à qui pas vous pensez alors, vous, Christophe? Christine Lagarde et Dominique de Villepin.
Alors attendez, pardon Christophe, je vais aller un peu. Non mais parce que vous accusez Xavier Bertrand d'être un politicard de province qui allait dans l'ongle, mais vous nous ressortez Xavier De Villepin et Lagarde. On va pas se mentir, c'est quand même pas des hommes politiques de la première fraîcheur. On parlait tout à l'heure, Fanta qui était avec nous parlait de révolutionner un peu le genre. C'est pas avec ça qu'on va faire la révolution. C'est vrai. Mais si on cherche un Premier ministre technique pour faire cette année, c'est pas mal parce que quand même on va pas refaire leur carrière. Dominique De Villepin, Christine Lagarde. Oui. Christine Lagarde, c'est quand même une économiste de pointe, qui a été classée plusieurs fois la femme puissante du monde, qui a fait quand même quelques combats féministes. Bah, c'est pas mauvais. Maintenant, De Villepin, c'est vrai que c'est un gaulliste social. Donc, si le président n'a pas envie d'aller chercher quelqu'un sur le NFP, ni évidemment sur le RN, bon voilà, c'est sûr que c'est pas le premier à fraîcheur, mais ils ont quand même une autre allure que Xavier Bertrand. Mais attendez, ce que vous dites, Christophe, d'un côté, c'est intéressant parce que peut-être est-ce un débat de journaleux et tant pis, on l'assume, mais nous, on va essayer de chercher des nouveaux noms, des nouveaux profils. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'avec la situation, avec en fait, on va se parler franchement, le bordel ambiant qui nous attend durant les 2 prochaines années jusqu'en 2027, est-ce que on n'a pas besoin d'une figure rassurante et expérimentée, style De Villepin Lagarde? C'est un peu ça que vous nous dites en fait. Oui, exactement. On avait un Gabriel Attal, tout engagement politique exclu, qui était pas mal. Là il est démissionnaire, il s'en va, au revoir. Mais justement, sur cette transition, je pense que la France a besoin d'être rassurée et d'avoir quelque chose de bien assis. C'est pour ça que ces 2 noms, ma foi, il y avait du social, on se rapproche un petit peu de la gauche. C'est 2 personnalités qui sont pas très très engagées, droite pure et dure, et qui sont très techniciens. Et vous, puisque on va faire avec vous, on va dire un rétro-planning pour les prochaines semaines avant de reprendre le débat avec les mousquetaires en studio, quelles seraient pour vous les priorités avec des personnalités comme ça? On prend Lagarde, on prend Dominique De Villepin, quels sont les 3-4 chantiers tout de suite que vous mettez en route? L'économie, et tous les deux ils sont quand même assez calés là-dessus. L'économie, le social, pas mal aussi. Et bien évidemment le thème de la sécurité. Bon voilà, c'est pas des champions sur le thème de la sécurité, mais je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont, il y a pas de raison qu'ils ne s'y collent pas. Donc avec des personnes expérimentées qui connaissent l'administration pour remettre très rapidement les chantiers en route, c'est ça, Christophe? Exactement. Mais on va poursuivre le débat sur Sud Radio. On va se parler vrai. On revient avec Claudia Cohen, Fanta Berete et puis évidemment Gaspard Ganzer, et on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est ensemble jusqu'à 13h. Quel plaisir de passer une partie de l'été avec vous. Nos mousquetaires pour les débats aujourd'hui. Gaspard Ganzer, directeur de la communication de François Hollande. Claudia Cohen, journaliste économie au Figaro. Et Fanta Berete, ancienne députée et membre de la majorité présidentielle, ou du moins membre de Renaissance. On va poursuivre le débat sur lequel on est parti en pub. Et je vous avais coupé, Claudia Cohen, sur le profil qui était Xavier Bertrand pour potentiellement devenir Premier ministre. Moi, je pense qu'il y a erreur sur la fiche de poste. Quand on nous disait quelqu'un, si jamais il n'y a pas de majorité, quand il y avait une possibilité que le RN gagne, en tout cas dans les sondages, on nous disait s'il n'y a pas de majorité, on aura un gouvernement technique. Un gouvernement technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un gouvernement qui peut faire le job, et ça veut aussi dire enfin moi je l'entendais comme ça en tout cas, un Premier ministre qui n'a pas forcément de grandes ambitions présidentielles pour 2027. Or, Xavier Bertrand, on sait évidemment, comme disait le Gaspard tout à l'heure, qu'il a de grandes ambitions présidentielles pour 2027. Et moi je trouve ça compliqué de mettre quelqu'un qui à la fois termine 4e aux élections et qui surtout a un agenda politique personnel. Fanta le disait tout à l'heure, il y a une priorité sur le budget en fait dans les textes à voter. Il faut savoir qu'on est déjà super en retard. Normalement le budget ça se négocie au cours de l'été, juillet, août, et ensuite en septembre il y a des réunions très importantes au niveau de l'Union européenne. Il y a quand même plus de 25 milliards d'euros d'économies à trouver. Et là le budget, évidemment, il y a la trêve olympique, il n'y a personne pour gérer la question. On doit le présenter en octobre. Donc la priorité, c'est de présenter un budget à peu près convenable et de trouver quelqu'un qui est rassembleur. Et par contre, là où, pour rejoindre ce que disait un peu Fanta également tout à l'heure, là où il y a eu quand même aussi, je trouve, une erreur de la part du Nouveau Front Populaire, c'est qu'ils se sont montrés ces derniers jours complètement fermés à l'idée de essayer de trouver des alliances à droite, à gauche. Le programme. Exactement. Notre programme ou rien, sauf qu'en fait, malheureusement, il n'y a pas de majorité. Donc, à un moment, il fallait aussi peut-être faire un effort.
Gaspard Ganzer. Je suis assez d'accord, mais pas totalement, chère Claudia, parce que Lucie Castet a quand même laissé entendre dans ses dernières interviews qu'elle allait faire des propositions sur le fond après le 15 août a priori pour avoir une sorte de programme législatif pour les prochains mois avec des mesures et des priorités qui pourraient rassembler au-delà du nouveau Front Populaire. Et je pense qu'elle va proposer avec les partis politiques qui la soutiennent d'avoir quelques objets législatifs sur des sujets qui peuvent faire consensus pour pouvoir aller rassembler au-delà du nouveau Front Populaire, peut-être avec des députés de ce groupe si important qui s'appelle l'IOT, qui est une forme de centre-droit, peut-être aussi avec des députés venant de Renaissance, pour essayer de construire des majorités de projets. Il n'y a pas de raison que ce qu'a fait Gabriel Attal ou ce qu'a fait Elisabeth Borne par le passé, c'est-à-dire construire ne des fonctionne majorités pas éventuellement avec le NFP dans l'autre sens. Ouais. Sauf que cette fois, la charge de la preuve sera inversée et ça sera la gauche, en l'occurrence une personnalité plutôt social-démocrate, qui proposera des choses qui pourront être votées par le centre ou le centre droit. Mais ça, je suis toujours frappé par ce que vous dites, parce que j'ai l'impression qu'on passe nos semaines, mais alors toute année confondue, à construire, on va dire, des programmes sur lesquels on peut s'accorder ou des priorités sur lesquelles on doit s'accorder. Je vais me tourner vers vous, Fanta Berete. Est-ce que au bout d'un moment, il n'y a pas tout simplement un consensus qui doit apparaître quand même beaucoup plus rapidement? Est-ce qu'on est obligé de faire des rapports, des auditions? Est-ce qu'on est obligé d'aller consulter en permanence? Parce que quand même, il me semble que depuis 5-6 ans, le pays dans le même état, il est surendetté, on manque de médecins, la santé est une priorité, le pouvoir d'achat aussi. Est-ce qu'on a besoin toujours comme ça de s'accorder? Parce que je pense que si on appelle, et on le verra certainement au standard de Sud Radio, les Français qu'on va appeler, ils vont nous donner leur programme pour les prochains mois. Ils vont nous donner Comment le programme. expliquer qu'on prenne autant de temps, si vous voulez? Ça prend autant de temps parce que personne n'est premier, en fait, tout simplement. Donc, à partir de là, on est aussi dans un pays... Je crois qu'il y a un premier quand même. Oui, il y a quand même un vainqueur. Il y a quand même un vainqueur. Vainqueur est un mot un peu fort quand on regarde ce qui se passe au JO. En fait, c'est pas vainqueur avec la médaille d'or. Il y a un vainqueur du 100 mètres qui a gagné à 1 millième de seconde. Donc, même quand on gagne à 1 millième de seconde, on a la médaille d'or. Donc voilà, moi-même, je suis usée. En plus, je suis sortie de la machine. Donc, j'étais scotchée à mon smartphone en me disant qu'est-ce qui va se passer. C'est hyper frustrant, en fait, pour tout le monde. Donc, effectivement, on a cette parenthèse enchantée. Moi, je suis d'accord avec vous deux. C'est-à-dire que, effectivement, on tablait sur ce gouvernement technique et je pense que c'est important. Et c'est vrai que quelqu'un qui a des grosses ambitions pour 2027, ça peut être Mais répondez-nous sur la charte. Et j'aimerais, sur les 3 minutes qui nous restent, qu'on s'accorde sur ça. Bon, sur la personnalité, on aura des avis divergents. On a compris, pas trop d'ambition pour 2027, un mec pas trop de droite, pas trop de gauche. Bon, on a fait un peu le portrait photo de Fantomas, on se réjouit. Mais sur les priorités, moi je pense que ceux qui nous écoutent sont dans leur voiture, sont en vacances, ils disent mais moi c'est très simple, je reçois mon salaire, le 15 du mois j'ai plus rien, j'ai mon crédit à payer, j'ai mon loyer à payer, les courses c'est scandaleux, je suis même peut-être obligé de me priver de viande, de poisson, le tarif pour la cantine les enfants, je suis obligé de faire 10 bornes pour trouver un médecin et encore 10 bornes, je suis gentil. C'est quoi les 4 propositions phares concrètes, j'insiste sur ça, concrètes, sur lesquelles on bosse d'ici septembre? Juste un micro-point quand même sur ce sujet, parce qu'il y a quand même une divergence politique. Merci cher Maxime. Il y a quand même des vraies divergences politiques de fond entre les forces politiques qui sont arrivées sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de mal, au-delà du fait qu'il n'y ait pas aucune force politique. Oui, bien sûr, sur le SMIC par exemple, mais on peut s'accorder sur hausse du pouvoir d'achat. Hausse du pouvoir d'achat, comment on le fait? Il y a quand même des vraies divergences. Le SMIC, le nouveau Front Populaire, est pour l'augmenter tout de suite. Et beaucoup, ce n'est pas le cas des autres forces politiques. Non, mais quand on voit Gérald Darmanin il y a 2 semaines dans le journal JDD qui dit que c'est posé sur la table, donc on a un début de... Et l'autre sujet sur lequel il y a une grande divergence, et Claudia Cohen parlait du budget tout à l'heure, elle a vraiment raison, c'est la fiscalité. Et là, il y a une énorme divergence entre la majorité. Ça fait 10 ans qu'on nous parle du problème de la fiscalité en France. Et la nouvelle force qui est arrivée en tête, même de peu. En gros, le nouveau Front Populaire veut retaxer le capital et les entreprises, pendant que la majorité sortante refuse toute augmentation de la fiscalité des plus riches. Donc là, évidemment, ils vont pas se mettre d'accord. Bon, alors vous, Gaspard Ganzer, admettons, vous êtes demain missionné pour nous faire un programme. C'est pour ça que tout est théorique, on va pas. Surtout pas. Non, mais pour vous, les 4 points importants, ou les 3-4 points importants sur lesquels on doit vraiment s'activer pour que les Français, et j'entendais tout à l'heure Fanta nous dire, mais on a fait des choses pour le pouvoir d'achat, peut-être, mais la vérité, c'est que les Français ne le voient pas concrètement et ne le voient pas rapidement. Alors, c'est quoi les quelques mesures
mesure. Moi, je pense que c'est pouvoir d'achat est quand même un sujet sur les rémunérations les plus basses, donc certainement le SMIC. Avec toujours la question de l'éducation, la majorité sortante a fait beaucoup de choses, mais il faut les poursuivre. Pouvoir d'achat, éducation, la sécurité, je pense, et puis le logement, parce que évidemment, là, Fondabéry vient de le dire, vraiment, c'est essentiel. Je suis assez d'accord. Après, c'est pas un tiercé, donc je sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais la question des salaires est un vrai sujet, même si je suis pas d'accord avec la manière qui a été proposée par le Front populaire. Logement, en fait, que ce soit dans nos grandes villes, voilà. Éducation, on a fait énormément, mais on le voit. En fait, c'était le projet d'ailleurs d'Emmanuel Macron en 2017 quand il divise les classes, etc. Mais il faut une génération en fait pour voir ce qui va se passer. Vous parliez de cantine, la cantine à 1 euro, ça a été fait aussi. Ça a été fait avec l'aide de la gauche et la sécurité, parce que nous le voyons, Paris est sécurisé à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de questions, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a voté des budgets, il y a des recrutements en cours, il faut que ça se stabilise et il faut que chacun se trouve en sécurité là où il vit. Et le mot de la fin, Claudia Cohen. Je rajouterais juste la santé dans les priorités quand même. On parlait des hôpitaux qui étaient quand même désertés dans énormément on manque de pharmaciens aussi maintenant. On manque de pharmaciens, exactement. Il y a une très très grosse crise économique en ce moment chez les pharmaciens. C'est très compliqué. Donc et il y a beaucoup aussi de talents issus, de talents qui voulaient aller en médecine, qui voulaient aller dans les secteurs de santé, qui s'en vont en fait. Il y a aussi un problème franchement sur l'accession aux études pour devenir médecin, pour devenir chirurgien. Voilà, la santé priorité également. Santé, sécurité. On a dit également le logement, l'éducation et le pouvoir d'achat. Il suffit d'écouter Sud Radio tout simplement pour trouver le Premier ministre de demain. Je vous l'offre et ça me fait plaisir. On se retrouve dans quelques instants avec ce débat. Vous allez voir, le fisc, lui, contrairement visiblement au président de la République pour trouver le nom du Premier ministre, ne manque pas d'imagination pour aller traquer les Français et les piscines. On vous en parle dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 13h. Je suis ravi de vous retrouver. On est toujours avec Claudia Cohen, Gaspard Ganzer, Fanta Berete. On poursuit nos grands débats de l'été. Vous pouvez toujours nous joindre au standard au 0826 300 300 et évidemment sur les réseaux sociaux et l'application de Sud Radio. Il faut absolument que je vous parle d'une histoire qu'on a trouvée dans la presse avec les équipes de Sud Radio et qui ne va pas manquer de vous faire réagir. C'est le fisc. Et oui, le fisc a visiblement redouble de créativité pour aller traquer les Français et pour leur soutirer de l'argent, notamment via les piscines. Donc on utilise les drones, on utilise l'IA, on utilise les images satellites, bref, tous les moyens sont bons pour ensuite aller toquer aux portes des Français en disant, en fait, vous êtes sûr que vous avez vraiment déclaré votre piscine ? Nous, on n'est pas sûr, donc on va vous prendre tant d'argent. Et je me tourne vers vous, Claudia Cohen, et je renvoie vraiment à vos articles que vous avez écrits sur le sujet dans le Figaro, parce qu'ils sont passionnants. Vous avez été, on va dire, au cœur du dispositif. Donc pour ceux qui découvrent un peu ça, racontez-nous comment ça se passe. Oui, on a été à Bercy, qui travaille avec la DGFiP, c'est le service donc des finances publiques. Et en fait, il y a dans un endroit caché en France une IA, une intelligence artificielle qui est nourrie avec des algorithmes, qui est nourrie avec évidemment toutes les données sur les Français, leurs données fiscales, et aussi plein d'images satellites qui sont concoctées à la fois par Google et par le cabinet de conseil Capgemini. Donc le fisc collabore avec Google pour aller repérer, fouiller dans les jardins français. Et avec Capgemini. Et en fait, eux, ils prodiguent des images aériennes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va scanner la France avec des avions, avec des hélicoptères plutôt que des avions, pardon. Et on va voir si jamais il y a des piscines à des endroits où en fait on nous a dit qu'il n'y avait pas de piscine. Alors parfois l'IA se trompe. On va penser qu'une bâche de jardin est une piscine. On va penser qu'une petite piscine gonflable est une vraie installation. Et en fait, rien que l'année dernière, grâce à l'IA ou à cause de l'IA, pour ceux qui se sont fait prendre évidemment, il y a eu 120 000 piscines, suspicion de piscines frauduleuses en France. Alors il faut savoir, Maxime, 120 000 piscines repérées, ça peut être 50 millions d'euros de recettes fiscales. C'est colossal. La fraude fiscale en France, c'est évalué entre 30 et 100 milliards d'euros. Non mais 50 millions juste pour des piscines, c'est colossal. Oui, c'est colossal parce qu'en fait, si vous n'avez pas déclaré votre piscine, ensuite vous pouvez être rattrapé par la patrouille et ça peut être 400 euros supplémentaires dans votre taxe foncière. Donc évidemment, ça pose problème. Mais c'est justement ce qui est intéressant quand on lit les témoignages de Français, c'est-à-dire qu'ils disent alors attendez.
c'est un enfer administratif juste pour construire une piscine. Moi, j'ai attendu un certain âge avant de la faire construire dans ma petite baraque tranquillement. Je suis allé voir la mairie, je suis allé voir les impôts. J'ai contacté je ne sais combien d'organismes dont la France a le secret, etc. Et en plus, j'apprends 1 an, 2 ans, 3 ans après que je me fais rattraper par le fisc et que par mois, je vais devoir payer 300 € pour rattraper la taxe foncière. Est-ce que c'est pas juste quelque chose de délirant? Mais vous savez, c'est quoi le pire, Maxime, dans cette histoire? C'est que ceux qui se font attraper, c'est pas forcément de leur faute, parce qu'en fait, ils ont acheté une maison dans laquelle il y avait une piscine, et en fait, c'est les anciens propriétaires qui n'ont pas déclaré la piscine. Donc en fait, c'est le notaire qui a pas fait le job, et vous avez des situations, des témoignages qu'on a recueillis et que d'autres médias ont recueillis, où vous avez une dame qui achète une maison quand même à un certain prix, et qui se rend compte que ça fait 3 générations d'avant que la piscine n'a pas été déclarée. Donc il se retrouve à payer la facture pour les autres. Cassés. Exactement, à cause des notaires. Donc moi, la solution, ce serait faites payer les notaires qui ont mal fait leur job plutôt que les Français. Ah non, mais alors on est d'accord sur ce sujet, mais justement, vous qui êtes journaliste économique, est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même très curieux, tout d'un coup, qu'on aille jusqu'à aller chercher avec de l'IA, avec les images satellites, etc., potentiellement une piscine pas déclarée pour aller rattraper la taxe foncière, ou c'est juste moi qui délire complètement sur ma façon de penser? Il y a un peu de ça. Et là, en plus, la nouveauté après les piscines, c'est les abris de jardin, les petites constructions que vous faites dans votre jardin, pour vos enfants ou pas de famille qui vont être traqués. Donc c'est clair qu'on va pas régler la question fiscale comme ça. Après, si jamais on arrive à se servir de l'IA pour un peu plus de justice sociale, et que avec l'IA on arrive à traquer les entreprises qui fraudent, parce que quand même, alors une des histoires de fraude fiscale, quand on a McDonald's par exemple qui se fait choper en France pour la fraude fiscale, c'est quand même plus d'1 milliard d'euros qui tombent dans les caisses de l'État. Donc moi je dis, concentrons les moyens de l'État et les moyens technologiques pour aller traquer ceux qui ont vraiment de l'argent, plutôt qu'effectivement aller chercher ces Français, quoi. On va être rejoint dans quelques instants par Xavier qui habite Bordeaux et qui, en plus, vous allez voir, avocat fiscaliste, donc qui va également passer un coup de gueule. C'est pour ça, n'hésitez pas à appeler notre standard. Vous, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez, Fanta? Moi, je suis complètement en phase avec ce qui est en train de se passer. Après, il y a la question de ceux qui ont acheté sans savoir. Voilà, donc il faudrait peut-être mettre un contrôle supplémentaire, un de plus au moment de l'achat. Mais moi, ça me fait penser, vous savez, à cette époque, peut-être que vous êtes trop jeune, mais où on payait la redevance télé. Et sur la redevance télé, moi j'avais des amis qui me disaient que au niveau du formulaire des impôts sur le revenu, qu'ils mettaient non. Et en fait, là-dessus, il y avait... Pour s'empêcher de payer la taxe. Exactement. Et donc, il y avait des contrôles, mais c'était soi-disant un monsieur qui passait, une dame qui passait pour voir si vous aviez une télé à un moment dont vous n'aviez pas connaissance. Et moi, ça m'a toujours fait hurler, notamment quand j'étais étudiante et que je suis arrivée à Paris, parce qu'en fait, c'était un budget important. Et la justice sociale, les Français la demandent, qu'on soit de droite, de gauche. En fait, c'est important. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec les moyens de 2024. Donc, moi, je suis pleinement d'accord avec ce qu'il est en train de se passer. Vous, Gaspard, parce que franchement, de ce que nous dit Claudia Cohen, c'est quand même aberrant. Quand on connaît le montant de la fraude fiscale, rappelez-le nous, Claudia. En fait, 50 000. Ouais, il n'y a pas d'évaluation très précise, mais la Cour des comptes l'estime entre 30 et 100 milliards d'euros. Bon, 30 et 100 milliards d'euros. Et là, on va aller chercher dans les piscines des Français qui vont aller faire 2-3 coulées en plein milieu de l'été. Vous, j'ai pas l'impression que ça vous choque. Non, je trouve ça même plutôt bien. Je trouve ça bien que Bercy, le ministère des Finances, se muscle un peu en matière de lutte contre la fraude fiscale. Mais comme le disait fort bien Claudia Cohen, je pense pas que ça soit là qu'il y ait le plus de fraude fiscale. Je pense que la fraude fiscale, elle est plutôt du côté d'une partie des entreprises, pas toutes les entreprises bien évidemment, et notamment des grands groupes internationaux, pas français pour la plupart d'entre eux, qui optimisent, on va dire, au maximum leur fiscalité pour pas payer d'impôts en France. Et c'est là qu'on doit concentrer nos efforts. Alors ça dépend pas que de la France d'ailleurs, ça se déploie souvent à l'échelle de l'Union européenne, voire même à l'échelle du monde entier. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'une organisation internationale qui s'appelle l'OCDE sur ce sujet. Ça doit être ça la priorité. Après que Bercy fasse tout ce qu'il peut pour aller chercher des sommes quand même relativement modestes. Pour nous, plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais à l'échelle du budget de l'État, c'est vraiment pas grand-chose. Oui, mais il faudrait mesurer, ça je sais pas si Claudia pourra nous renseigner, quelle est la rentabilité aussi de cette recherche fiscale. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la productivité des services fiscaux. Moi, je trouve ça très bien d'aller chercher ces millions d'euros, mais est-ce qu'on dépense pas trop d'argent pour le faire? C'est une bonne question. Mais j'aimerais qu'on file au standard, parce qu'on va avoir une petite discussion avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Vous allez bien?
Ça va et vous ? Oui, très très bien. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. Et juste avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du débat, vous êtes diplômé, c'est ça ? Vous avez un master en fiscalité, c'est ça ? Oui, j'ai un master en droit fiscal des affaires et j'ai travaillé dans des cabinets fiscalistes, mais je suis enseignant désormais. Et puis avant, j'ai été chef d'entreprise et je suis un militant de la gauche. Vous voyez, donc on peut. Alors justement, comment on fait pour passer de vos différents métiers à enseignant ? Juste là, j'ai besoin d'un éclairage. Et je pense que même pour la discussion qui va suivre, ça va nous intéresser. J'ai fermé mon entreprise en fait juste à la sortie du Covid et j'ai découvert l'enseignement par hasard et j'ai trouvé ça passionnant. Ça fait 4 ans que j'exerce ce métier avec passion et détermination, voilà. Bon, et vous enseignez en quoi ? En fac, c'est ça ? En fac ou dans les écoles, collèges, lycées ? En lycée, j'enseigne en lycée pour des BTS ou bien des terminales, des premières. Bon, merci d'être avec nous en tout cas, Xavier. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors, du fisc qui se met à traquer avec tous les moyens technologiques qui de toute façon ne sont même pas fournis, on va dire, en grand nombre en France pour aller traquer, on va dire, la piscine ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je trouve ça un petit peu ridicule. Je pense que c'est surtout de la communication politique. Je pense pour dire voilà, regardez, on fait quelque chose contre. On essaye d'agir contre la fraude fiscale, mais en réalité, c'est absurde puisque la fraude fiscale. Pour vous, c'est un leurre. C'est comme Xavier Bertrand, Premier ministre, c'est ça ? Complètement, parce qu'en fait, la réalité, ce qu'il faut dire aux gens, c'est les ordres de grandeur. Donc, le redressement fiscal que permet de récupérer les piscines, c'est 40 millions d'euros par an. C'est 0,05% de la fraude fiscale totale estimée, qui est de 100 milliards d'euros par an, et c'est 0,005% du budget de l'État. Donc 5 millièmes du budget de l'État. C'est ridicule, c'est inutile. En fait, c'est un peu, ça traduit quoi ? Ça traduit le fonctionnement des gens qui dirigent Bercy et l'État français globalement, qui sont finalement forts avec les faibles et faibles avec les forts. C'est exactement ce que disait Claudia tout à l'heure, c'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher les grandes entreprises, on va aller taper celui qui a construit sa piscine ou qui a oublié de la déclarer au milieu du mont administratif français. Évidemment, moi je vais vous dire quelque chose dont on entend peu parler dans les médias et qui est très important, et là se situe le cœur de la fraude fiscale des grandes entreprises, c'est dans les prix de transfert. Et je peux vous dire que si on investit des millions d'euros dans la fraude des prix de transfert, c'est la meilleure technique d'optimisation fiscale qu'utilisent les multinationales pour échapper à l'impôt. Ils le font en grande quantité en France de manière tout à fait légale avec le conseil des banquiers, des comptables et des avocats. Je peux vous dire que là, il y a énormément d'argent à gagner. Mais par contre, si on fait ça, on s'attaque aux forts, on s'attaque aux puissants, on s'attaque à Jeff Bezos, on s'attaque à Elon Musk, on s'attaque aux gros. Aux fameux GAFAM, etc. Xavier, restez avec nous. Fanta veut échanger un peu avec vous. Échanger. Non, mais c'est une réaction. Voilà, exactement. Moi, je pense que on peut tout faire en même temps. C'est-à-dire que effectivement, ces 50 millions concernant les piscines, 50 millions qui sont d'ailleurs orientés vers les collectivités locales. Donc c'est important parce que celles-ci ne cessent de nous dire qu'elles manquent d'argent. C'est important. Et le fait d'avoir un voisin qui a une piscine qui est non déclarée et qui ne paye pas cette taxe, c'est important. Mais cela ne nous empêche pas de faire le travail par rapport aux grandes entreprises. Et il y a des exemples, je les ai plus en tête, mais de sanctions. On a parlé de McDonald's, mais il y a d'autres sociétés qui ont été rattrapées par le fisc. de Coca-Cola, par exemple, en France, 500 millions d'euros rattrapés par le fisc. Exactement. Et je pense que depuis quelques années, on essaye de faire ce travail. Donc il y a plusieurs cellules qui le font. Il y a ce qui se passe à l'échelle nationale, ce qui se passe à l'échelle européenne, et Gaspard le disait tout à l'heure, également au niveau mondial. Et la régulation au niveau mondial, elle est quand même assez difficile, même avec les moyens que nous avons, parce qu'il y a aussi le côté diplomatique, politique, géopolitique, etc. Donc je pense qu'en fait, il y a une question de en même temps, et la justice sociale doit être un moment... en même temps. On n'y échappera pas, les enfants, je vous annonce. Non, mais c'est important pour chaque Français, et ça a été décrié. Et moi, je me rappelle de cette période du Covid où, en tant qu'élu local, je recevais des courriers de délation d'un certain nombre de voisins, effectivement, qui disaient telle personne, telle personne. Et en fait, il y a aussi ce fait-là, c'est-à-dire qu'on est dans ce type de pays où les gens, en fait, ne sont pas tranquilles tant que chacun n'a pas payé son dû. Vous avez une piscine, la règle elle est simple, vous payez une taxe, et si vous ne la payez pas, vous devez donc être rattrapé par le fisc. Pour conclure, Claudia et puis Gaspard.
Oui, effectivement, je suis assez d'accord. On peut quand même aussi tout faire en même temps. Ça permet aussi d'aller récupérer plus d'argent sur l'IFIP, sur l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a quelques exemples, peut-être que Bercy est moins vocal là-dessus, mais ça existe. Et ce qu'il faut savoir aussi, grande nouveauté cette année pour le gouvernement, c'est que les agents auront le droit de créer des faux profils sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook, etc., pour aller traquer. Parce qu'en fait, aujourd'hui... Vous entendez, Xavier, ça va pas vous faire plaisir, ça. Ouais, aujourd'hui, vous avez... Dis-nous, Xavier, je voudrais quand même dire un truc, parce que pour prendre un peu de recul, un peu de hauteur de vue sur cette histoire de taxation des piscines, en fait, je voudrais quand même dire que finalement, ce qui irrigue et qui structure la fiscalité mondiale, c'est la baisse de la taxation du capital. Or, on sait qu'il y a 100 ans, la crise majeure de l'économie mondiale qui a amené à la Seconde Guerre mondiale, donc la crise de 29, elle est liée à une baisse de la taxation du capital. Elle est liée à un affaissement de l'autorité fiscale des États. On est en train de reproduire les mêmes erreurs qu'il y a 100 ans. Donc, écoutez, si on continue comme ça, on sait où on va. On va à un surendettement des États. C'est exactement le cas. Et à une diminution des recettes fiscales, c'est exactement le cas. Et donc, à une paupérisation généralisée, c'est exactement le cas. Alors voilà un peu la question qui est posée, c'est est-ce qu'on taxe les gens qui ont les moyens ou est-ce qu'on continue à faire comme aujourd'hui ? Bon, merci d'avoir été avec nous au Standard, cher Xavier, et de fait, félicitations pour votre parcours, parce que vous avez un parcours invraisemblable, et merci de l'avoir partagé avec l'équipe des grands débats de l'été sur Sud Radio et avec nos éditeurs. Je vous remercie également, vous, les débatteurs du jour, Gaspard Ganzer, Claudia Cohen et Fanta Berete. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants, évidemment, à 11h30 avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. À tout de suite. Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous êtes toujours sur Sud Radio. Vous pouvez évidemment toujours nous joindre au standard et faire vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur l'application de Sud Radio. J'ai remercié évidemment nos débatteurs pour cette magnifique performance qu'ils ont livrée en aiguisant leur lame dans les débats politiques et économiques de ces derniers temps. Et il est grand temps maintenant que chacun nous livre leur coup de cœur, leur coup de gueule, et on attend évidemment vos réactions à vous pour réagir et pour, on va dire, continuer à ferrailler autour de cette table sur Sud Radio. On commence par vous, Claudia Cohen. Vous allez nous parler, il me semble, d'un chiffre qui concerne les États-Unis et qui était absolument stratosphérique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, c'est un coup de gueule. On est lundi, voilà. Il faut commencer la semaine brutalement. On commence la semaine comme ça. Du coup, le chiffre, c'est 17 milliards de dollars. C'est stratosphérique et ça va être la somme dépensée par Donald Trump et Kamala Harris aux États-Unis pour essayer d'influencer les électeurs américains. On sait, il y a l'élection présidentielle américaine cet automne qui arrive, et là on voit toute la démesure financière des États-Unis se déployer. Ces 17 milliards, ils sont utilisés seulement en publicité politique. Alors la publicité politique... Ça c'est le montant des factures de Gaspard Ganzer normalement. En France, 17 milliards. C'est pas les mêmes genres de grandeur. 17 euros. Ouais. C'est pas les mêmes ordres de grandeur. Et puis en fait, aux États-Unis... Surtout la publicité politique est interdite en France. Okay. C'est interdit en France. Aux États-Unis, c'est autorisé. Et en fait, cette publicité, vous la voyez à la télé, vous la voyez sur Netflix, vous la voyez même sur Spotify quand vous écoutez votre musique. Et puis, évidemment, vous la voyez sur les réseaux sociaux massivement. Moi, c'est mon coup de gueule parce que c'est énormément d'argent quand même qui est dépensé dans un pays où, on le rappelle, le seuil de pauvreté est quand même assez élevé. 12% aux États-Unis toujours, malgré le pays le plus puissant du monde. Et puis aussi, mon coup de gueule, c'est parce que ces 17 milliards, ils sont dépensés pour utiliser des techniques qui sont assez douteuses autour de l'intelligence artificielle. On sait qui peut être une bénédiction pour certains secteurs, mais qui peut être incontrôlable pour d'autres. Et donc, le résultat, Maxime, c'est que à cause de l'intelligence artificielle, les différents partis peuvent déployer des publicités qui sont tout simplement mensongères. Il y a eu quelques exemples assez récents où on fait dire à l'adversaire, où on fait dire par exemple à Kamala Harris des mots qu'elle n'a absolument pas dit. Et en fait, c'est trompeur, parce que si vous ne savez pas ce qu'elle a dit, si vous ça écoutez à moitié, ça fausse complètement le débat démocratique. Et évidemment, il n'y a aucune régulation encore sur l'usage de cette intelligence artificielle. Moi, je trouve ça assez dommage. Et quand on sait que c'est une élection historique et que tout risque de se jouer à la dernière minute, notamment, on le rappelle,
personnel quand même dans des États pivots, clés comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, l'Arizona, la Géorgie. Je trouve ça dommage et c'est mon coup de gueule aussi parce que après tous les scandales qu'on a connus, Cambridge Analytica notamment, on pourrait penser que la démocratie et surtout ses électeurs soient un peu plus protégés dans la première puissance mondiale. Puis j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de questions autour éventuellement de la protection des données qui vont être utilisées pour pouvoir utiliser ces pubs comme il se doit dans les différentes plateformes, etc. Donc en fait, vous n'avez pas les mêmes réglementations en Europe et aux États-Unis autour des données personnelles. Donc je ne vais pas dire que c'est open bar aux États-Unis, mais presque, franchement. Donc les gens sont ciblés sans s'en rendre compte et ça fausse les débats. Gaspard Ganzer sur le coup de gueule de Claudia. Je le partage déjà. Et on a bien de la chance d'être en France et même en Europe. En Europe, parce qu'il y a justement cette réglementation RGPD qui permet à chacun d'être propriétaire de ces données, en tout cas de donner l'autorisation de leur utilisation. Et on est bien en France aussi, parce que ça fait de très nombreuses années, près de 40 ans maintenant, qu'il y a une régulation très stricte des dépenses de campagne, avec des plafonds de campagne au niveau local et au niveau national. Je crois que l'ordre de grandeur est quand même sidérant, parce que Claudia nous disait que c'est 17 milliards d'euros. En France, je crois que la campagne présidentielle, c'est 17 millions d'euros. Donc vous imaginez la différence d'échelle. Alors certes, les États-Unis sont un pays beaucoup plus grand que la France, mais on est vraiment bien en France, et heureusement, parce que sinon, en plus, ça crée des relations de dépendance, au-delà de tous les problèmes qui ont déjà été soulignés par Claudia. C'est-à-dire que quand le patron d'Amazon décide de soutenir un candidat, quand celui de Tesla décide d'en soutenir un autre, évidemment, ça crée des dépendances pour la suite et des conflits d'intérêts potentiels. Mais est-ce que, j'ai envie de prendre le contre-pied après vous avoir écouté, Fanta, est-ce que nous, c'est pas quelque chose qu'on devrait justement instaurer en France, c'est-à-dire assumer d'avoir de véritables campagnes politiques avec des candidats qui prennent vraiment les problèmes à bras-le-corps et qui communiquent avec tout ce qui est possible de faire. Vous, Fanta, quel est votre regard dessus ? Moi, je suis merci pour ce coup de gueule. J'étais pas au courant du montant. Ce montant, ça représente quand même le déficit annoncé en 2027 de la sécurité sociale. C'est un article, je viens de lire ça dans le Figaro. Donc, Figaro, très bon journal, me disait encore Claudia Cohen-Colis. Et je suis d'autant plus, je réponds à votre question juste après, je suis d'autant plus d'accord que hier, je sais pas si vous avez vu, il y a une intervention des athlètes américains qui, au village olympique, disaient que combien la France était un beau pays parce qu'ils avaient accès pendant la quinzaine des Jeux aux soins dentaires gratuits, à des radios, etc., etc. Et vous disiez tout à l'heure, effectivement... Donc, ils profitaient du village olympique pour faire toute une batterie de soins. En étant un athlète au village olympique, vous pouvez bénéficier de soins gratuits. Et ça, c'est important parce que c'est l'un des plus gros problèmes aux États-Unis, c'est cet accès aux soins. Et on est dans la démesure pour gagner une élection avec, effectivement, je crois que quand Elon Musk dit qu'il soutient Donald Trump, en fait, il y a une dépendance. Et en fait, le jeu n'est pas clair pour la plus grande démocratie, normalement, du monde. Donc, je pense que notre système est vertueux. Je crois que par le passé, nous avons eu quelques problèmes avec certains candidats, mais la justice est là et fait son travail. Et je pense que nous devons nous réjouir d'avoir le RGPD pour protéger les données de nos concitoyens et nous réjouir de ne pas mettre autant d'argent, parce que l'argent qui est enclenché dans les campagnes en plus électorales est de l'argent public finalement, puisqu'il y a ces remboursements, et donc en France, et ce sont nos impôts. Donc aller plus loin serait donc contre-productif, et moi je suis plutôt contente du système que nous avons, même s'il y aurait comme toujours quelques améliorations. Bon, après peut-être que si le fisc trouve quelques piscines supplémentaires, on pourrait injecter davantage d'argent dans les campagnes présidentielles, mais trêve de plaisanterie. Vous parliez d'Elon Musk avec Donald Trump, c'est quand même 45 millions d'euros par mois juste pour soutenir le candidat, ce qui est totalement colossal. Oui, et le problème en fait sur la question de la dépendance, c'est que ça ne permet pas à d'autres partis, d'autres courants politiques d'émerger, parce que vous avez vraiment des relations historiques, financières entre le parti républicain et ses soutiens et le parti démocrate et ses soutiens. Et donc, alors certains diront que du coup il y a moins de désordre dans le pays parce qu'il y a un peu moins de bordel avec plein de partis politiques qui émergent, mais on peut quand même regretter aussi cette forte dépendance. Et en parlant d'Elon Musk ou d'autres acteurs d'ailleurs, en fait, ces milliardaires tech aussi qui financent ces partis, ils sont pour la plupart propriétaires d'outils d'influence absolument incroyables. Elon Musk est propriétaire de X, ex-Twitter évidemment. Et en fait, lui, quand il partage aussi le soutien au candidat Trump, et je dirais la même chose évidemment pour des soutiens de Kamala Harris, ça crée aussi un
un impact, mais absolument énorme. Et j'ai l'impression quand même que dans ce jeu politique, les citoyens ont un peu moins leur mot à dire là-bas. Et est-ce que vous, une campagne où potentiellement qu'on puisse arriver à des règles comme ça ou à des choses comme ça en France, est-ce que ça vous paraît, outre le fait que ça puisse vous paraître peu souhaitable, est-ce que ça vous paraît envisageable, Gaspard Ganzer, vous qui connaissez ça et ce fonctionnement très bien? Non, ça pourra pas exister d'un point de vue légal. En revanche, en marge, ça peut déjà commencer à se développer. Ce que disait tout à l'heure Claudia sur l'intelligence artificielle, ça, on va y être confronté. On y est déjà certainement un peu confronté sur les réseaux sociaux parce que la régulation est très forte du côté médiatique. En France, il n'y a pas de publicité possible, ni dans les journaux, ni à la télé, ni à la radio. Elle est très stricte aussi sur les dons qui sont faits aux partis politiques. En revanche, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de choses qui sont beaucoup moins claires. Déjà parce qu'il y a des puissances étrangères, la Russie notamment, qui interviennent dans le débat public sur les réseaux sociaux en poussant tel ou tel parti ou tel candidat. On a pu le voir par le passé à travers des interventions étrangères, même si le législateur s'est saisi de ce sujet. Et puis par ailleurs, il y a des nouvelles technologies qui permettent de faire des choses très inquiétantes. Le disait Claudia Cohen tout à l'heure, synchronisation de la voix. Donc c'est vrai, on peut vous faire dire des choses que vous n'avez pas dites, détournement des images. Et je pense que la France n'est pas prête à l'heure actuelle. Et les déjà avec l'IA, on sait que c'est un pays, et je ne crois pas dire une absurdité ici, qui a quand même du mal à absorber, à avoir, on va dire, à être à l'aise avec ces nouvelles technologies. On a un temps de retard et je pense, pour changer. Et c'est pas du tout la faute du gouvernement, je pense que c'est la faute de toute la classe politique actuelle. Il faut vraiment qu'on saisisse du sujet très vite parce que l'élection présidentielle, qu'elle ait lieu en 2027 ou avant, elle va être totalement submergée par ce recours à l'intelligence artificielle. Et il faut qu'on se prépare très vite pour éviter qu'on fasse dire ou qu'on montre n'importe quoi dans la bouche ou sur le visage des candidats. Gaspard Ganzer, vous avez la parole, vous allez la garder parce que vous voulez nous présenter un profil qui représente un espoir colossal pour la gauche et même pour le pays. Alors on parlait des États-Unis à l'instant avec Claudia Cohen, mais en fait il se trouve qu'on a un Obama, on le sait pas, mais c'est les Allemands qui nous l'ont dit, puisque cette semaine j'ai vu dans la presse allemande, que je ne lis pas tous les jours, mais là je l'ai vu sur les réseaux sociaux, que Die Welt, qui est un journal allemand, avait considéré qu'on avait un Obama français. Et cet Obama français, c'est Karim Bouamrad, qui est le maire de Saint-Ouen et qui joue aujourd'hui un rôle considérable dans le cadre des Jeux Olympiques, parce que Saint-Ouen accueille le village olympique. Et ce qui est intéressant, c'est évidemment la reconnaissance de ce talent incroyable qui est Karim Bouamrad, c'est un très bon élu de terrain, mais surtout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière pour la gauche et pour la classe politique en général. Pour la gauche d'abord parce qu'il y a plein de nouvelles personnalités qui commencent à émerger. On a parlé de Lucie Castet qui est candidate pour aller à Matignon. On aurait pu parler aussi de Mathieu Hanotin qui est le maire de Saint-Denis, qui est aussi au cœur des JO, et d'autres personnalités. Je trouve ça bien que la gauche, au-delà des classiques que l'on connaît déjà, François Hollande pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection, Bernard Cazeneuve, Olivier Faure et tous les autres, il y a une nouvelle génération qui commence à arriver, à s'imposer, ce qui témoigne d'un renouvellement des personnalités mais aussi des idées, et que peut-être qu'à l'échelle de la classe politique entière et pas simplement qu'à gauche, on voit arriver de nouvelles personnalités. Ça, c'est vivifiant. J'ai envie de rester dans l'esprit des Jeux Olympiques et de me dire qu'on n'est pas condamné simplement à voir revenir des Christine Lagarde, on en parlait tout à l'heure, des Michel Barnier, comment ça, vous ne voulez pas un retour de Dominique de Villepin? On n'est pas obligé de vivre en permanence de la nostalgie d'un temps politique qui est aujourd'hui dépassé, mais qu'on peut aussi avoir des gens plus jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui commencent à s'intéresser à la politique. Et Karim Bouamrad, qui est un élu local, comme plein d'autres élus locaux, commence à montrer qu'il est possible de faire de la politique autrement. Fanta Berete semble totalement happé par votre coup de cœur, cher Gaspard. Mais bien sûr que je suis happé par ce coup de cœur. C'est très bien. En plus, moi, je viens de la gauche. J'ai jamais été encartée, mais voilà. Et le regret que j'ai toujours eu, c'est de voir souvent tous ceux qui avaient fait les jeunes PS ne pas émerger en fait à Paris. Bon, moi, je suis élu local à Paris. Il y a des talents en fait au niveau du PS, et c'est des gens à qui on n'a jamais donné une chance. Donc, je trouve que finalement, à l'ère aussi des réseaux sociaux où chacun peut être finalement son propre journaliste, faire émerger ce qu'il fait, son bilan, ses actions, etc. C'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. On avait cette question du renouvellement de la classe politique en 2017, et pour que cette classe soit renouvelée, il faut que dans nos quartiers, il faut que dans nos petites villes, il faut que dans nos campagnes, des gens s'engagent. Et pour qu'ils s'engagent, il faut des projets. Donc là, c'est les JO qui permettent à ces visages de sortir. Mais c'est réellement important. Je pense que moi, ma fille a 20 ans, pour qu'elle continue à voter, pour qu'elle ait envie de rester
dans ce beau pays qu'est la France, il faut qu'elle ait des politiques aussi qui lui ressemblent, qui ressemblent à cette jeunesse, parce que ce que nous disent les élections aussi législatives et anticipées et les élections européennes, c'est que les jeunes, quand ils y vont avec leur cœur, ils y vont pour des enjeux qui sont ceux de 2050 sur l'écologie, etc., et qu'ils ont besoin que leurs idées soient portées par des gens qui sont en capacité d'être disruptifs et de réinventer de nouveaux schémas au niveau écologique, économique, sociaux, etc., etc. Claudia Cohen du Figaro, qu'est-ce qu'on pense de la personne qu'on présente comme étant le Obama français, maire de Saint-Ouen? Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faudrait faire plus de dossiers dans les médias sur les nouvelles figures qui émergent et qui font vraiment pour les gens. Après, la comparaison, je la trouve assez forte aussi. Après, bon, évidemment, dans la presse étrangère, on aime bien simplifier, voire caricaturer, j'imagine, ce qui se passe en France, et donc on trouve des comparaisons avec certains critères. Mais je vais m'intéresser un peu plus à lui pour voir si évidemment il peut être comparé à Barack Obama. Oui, c'est ça. Moi, c'est quand vous m'en avez parlé hier, Gaspard, au téléphone, il y a quand même cette comparaison. N'est-elle pas, franchement, disproportionnée? Comparer le Obama français, c'est compliqué, non, quand même? Non, mais c'est sûr. Et puis en plus, il y a un côté quand même très snob et très je me pince le nez en disant c'est un homme politique noir qui réussit, on va le comparer à Obama français. Oui, mais je trouve ça plutôt sympathique déjà qu'on ait ce regard porté par la presse étrangère, parce qu'il y a eu Die Welt, mais pour la même personne qui est Karim Ouamran, il y a aussi la presse étrangère. Les États-Unis eux-mêmes, ils n'avaient pas utilisé l'expression d'Obama, mais déjà le New York Times avait fait un grand portrait de cet homme politique-là. Mais pour aller dans le sens de ce qui a été dit par Fanta il y a quelques instants, je crois qu'on a aussi besoin d'avoir une classe politique qui représente davantage les Français. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, je trouve que à l'heure actuelle, on a une classe politique très quand même encore aujourd'hui consanguine, très blanche, qui ne représente pas la diversité de la société française. Et c'est bien aussi qu'il y ait d'autres parcours, d'autres couleurs, d'autres religions qui soient représentées. Je ne parle pas de religion au sens actif, on est une république laïque, mais des origines culturelles plus variées. Aujourd'hui, on a un parlement, même s'il y a eu du renouvellement au cours des dernières années, qui est très monolithique et monocolore, même s'il y a des exceptions. Et je trouverais ça bien qu'on ait une classe politique qui représente davantage la France. On s'est beaucoup intéressé aux Jeux Olympiques et on a tous célébré lors de la cérémonie d'ouverture, mais même pendant l'ensemble des JO, cette diversité française. Mais moi, j'aimerais que la diversité, elle ne soit pas réservée au monde du sport et au monde de la culture. Et que dans le monde politique, il y ait cette diversité aussi. Eh ben, vous lancez un nouveau débat qu'on va poursuivre dans quelques instants sur Sud Radio, juste après cette petite pub. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Toujours avec nos acolytes pour les grands débats de l'été. On était en train de poursuivre le coup de cœur de Gaspard Ganzer qui concernait le Karim Ouamran, qui est le maire de Saint-Ouen et qui a eu le droit à des éloges, notamment dans le grand quotidien amant Die Welt. Et justement, on se réjouissait autour de la table de la diversité qui faisait aussi son apparition en dehors des milieux un peu classiques comme le sport, comme la culture, etc. Vous, j'imagine que ça vous concerne directement, Fanta. Bien sûr. Avoir enfin en politique, c'est-à-dire des gens... Non, mais c'est vrai, milieux sociaux différents, études différentes, profils différents. Non, mais c'est super important. Et d'ailleurs, lors de ma première intervention dans l'hémicycle, j'avais souligné à ma camarade Rachel Keke, qui avait pris la parole, le fait que Mélenchon, pendant des années, avait erré dans ses sphères politiques et n'avait jamais fait appel finalement à des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire à des personnes issues de l'immigration première, deuxième génération. Et que finalement, cette chose-là arrive en 2017, excusez-moi de le dire, mais avec l'arrivée en fait de visages différents. Donc ça a été décrié parce qu'effectivement, il y a eu des erreurs de commises, mais il y a un apprentissage. Et aujourd'hui, je pense que dans certaines écoles, finalement, on a aussi l'occasion de voir de jeunes gens qui n'interdisent plus le fait de passer ou de basculer dans la politique. Et on le voit au niveau des collaborateurs parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat, où effectivement, on a des jeunes, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui viennent des quartiers et qui ont des parcours académiques d'excellence et qui disent en fait qu'ils ont une carte à jouer. Et ça, je crois que c'est bénéfique. Maintenant, j'aimerais aussi voir beaucoup plus de personnes qui arrivent de nos petites villes, de nos villages, parce qu'ils ont aussi des choses à dire. Parce que la proportion d'ouvriers à l'Assemblée nationale n'est pas élevée. On a encore beaucoup de
de gens qui viennent des grandes villes. Donc ce travail a été entamé. Je pense que nous devons continuer dans ce sens-là. Et je pense que des personnes comme le maire de Saint-Ouen montrent effectivement le chemin qu'on peut faire. Et j'ai envie de vous dire, pour être resté 2 ans à l'Assemblée, il n'y a rien de plus difficile que quand vous travaillez dans une grande entreprise. Effectivement, il y a un certain nombre de règles, mais on vous apprend à les respecter. Les personnels sont là pour vous accompagner. Vous avez votre groupe. Donc vous pouvez le faire. Et comme je le disais à Madame Keke, qui était femme de ménage avant d'arriver à l'Assemblée, qu'on n'aime pas, etc., c'est pas le problème. Donc en fait, elle a quand même existé, elle a quand même porté la voix d'un certain nombre de Français et de Françaises. Et ça, c'est important parce que l'Assemblée reste la maison du peuple et la politique est encore quelque chose qui est important pour chacun des Français et chacun doit se sentir représenté. Est-ce que vous iriez, vous, par exemple, et je vous pose la question à tous autour de la table, à instaurer éventuellement une parité ou une mixité obligatoire dans les gouvernements, à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous pensez que justement pour arriver à cet idéal-là de représentativité, il faudrait pousser les curseurs jusque-là, comme on peut le voir aux États-Unis ou dans d'autres pays? Gaspard Ganzer. En politique, alors moi j'étais très favorable à la parité femmes-hommes, hommes-femmes telle qu'elle a été mise en place à la fin des années 90 à l'initiative de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. À l'époque, tout le monde était contre, ou une grande partie des Français étaient contre, et finalement on s'est rendu compte que ça a fait beaucoup de bien à la politique. Et aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui n'est pas encore à parité, mais qui a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment depuis 2017. Il faut rendre grâce d'ailleurs à la majorité sortante d'avoir permis d'accélérer les choses en la matière. En revanche, je suis pas favorable à faire la même chose pour représenter la diversité des couleurs de peau ou autre. À la fois parce que je pense que c'est contraire au droit tel qu'on le représente en France, à notre idéal de l'idéal républicain, mais en plus je pense que c'est mettre le doigt dans un engrenage terrible. Parce qu'après on fait ça pour tout, et parfois pour n'importe quoi. Même, sur la base de quels critères? Il n'y a pas de statistiques ethniques en France, et je pense que c'est très bien. En revanche, en faire un sujet du débat politique, ça je pense que c'est essentiel. La question de la lutte contre les discriminations et de la promotion de la diversité, elle a disparu, il faut qu'elle revienne au premier plan. Claudia Cohen sur ce sujet. Oui, moi je suis assez d'accord avec Gaspard et je pense surtout que tout se joue un peu plus bas en fait. Finalement, l'accession de postes pouvoir par des Français issus de minorités sociales, toutes celles que vous voulez, c'est quand même une question plutôt d'accès à l'éducation, d'accès à l'égalité des chances pour réussir, pour arriver dans des postes de pouvoir, et c'est plutôt ça, c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler. Et ce serait un enfer, je pense, d'essayer d'instaurer des quotas là-dessus, et ce serait trop compliqué, certainement. Et voilà. Mais par contre, en dessous, ça se joue un peu plus. Bon, merci Gaspard Ganzer pour ce coup de cœur, parce qu'on a vu que ça avait provoqué un débat. Je me tourne vers vous maintenant, Fanta Berete. C'est un coup de cœur. Vous aussi, c'est sur le mental des JO, c'est ça? C'est plus exactement sur la santé mentale et le fait que les grands sportifs montrent l'exemple, en fait, finalement. Comme beaucoup, j'ai été scotchée par les performances de cette grande gymnaste qui est Simone Biles, et elle est à son plus haut niveau après un abandon quand même qui a fait beaucoup de bruit au niveau des Jeux de Tokyo. Donc elle a osé entamer un chemin difficile de reconstruction pour revenir plus forte. Elle a osé surtout briser un tabou parce que les grands sportifs, tout comme toutes les personnes qui réussissent, on se dit que en fait tout va bien dans leur vie, qu'au niveau mental ils sont au top, etc. Et finalement, quand on se rend compte qu'il y a un problème, c'est parfois le début de la catastrophe et de la descente aux enfers. Et c'est ainsi qu'on apprend, notamment dans l'IB aujourd'hui, que même nos champions français sont coachés, à commencer par Teddy Riner. Et il y a une vidéo qui circule actuellement de ce fameux Léon Marchand qu'on connaît tous maintenant depuis une dizaine de jours, et qui parle en fait de sa relation avec son psychologue Thomas Samut, qui accompagne un certain nombre de grands sportifs français, qui explique en fait le lien entre sa peur de mal faire pendant des années et finalement ses performances qui n'étaient pas au rendez-vous. Et il explique qu'à partir du moment où il a pris ce coach-là pour l'accompagner quotidiennement sur le plaisir qu'il doit prendre dans sa discipline, sur le fait que le fait de perdre n'était pas un problème et que ça fait partie de la vie des politiques, il a pu finalement sortir de meilleurs scores, de meilleures performances. Et ce sujet de santé mentale, il est très important parce que depuis 2020, on en entend beaucoup parler. On en parle chez les femmes, on en parle dans certaines entreprises également. Donc chacun de nous peut être concerné, mais c'est vrai qu'il est difficile de pousser la porte en fait, soit d'un coach, soit d'un psychologue, etc. Et le fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans la presse, on entende que ces dieux des Olympes, ces sportifs en fait
eux se font accompagner eux aussi. Se font accompagner. Je trouve que c'est vraiment génial parce que ça permet à moi, Fanta Berete, à un médecin, à quelqu'un qui travaille à la caisse d'un supermarché de se dire ce n'est pas anormal, ce n'est pas un problème et je peux me faire accompagner pour progresser et pour me sentir mieux. Donc je leur tire mon chapeau parce que venir se présenter des faiblesses, parce que c'est comme ça qu'on a considéré finalement tout ça pendant des années, et dire moi aussi j'ai eu des difficultés et les relever face publique, c'est quand même super chouette. Gaspard Ganzer, sur ce coup de cœur. Oui, je le partage totalement. C'est vrai qu'à très haut niveau, en sport comme dans d'autres domaines, c'est le mental qui fait la différence, la capacité à affronter la pression, à la supporter, à se relever de ses échecs. Et ce qu'a fait Simon Biles, c'est vraiment exceptionnel de ce point de vue-là. Et ça doit nous inspirer plus largement. On est une société extrêmement individualiste. On parle parfois de la fatigue d'être soi ou du culte de la performance. Et je pense que l'individu se retrouve seul face à une pression et beaucoup de choses qu'il doit affronter seul. Et le fait de se dire que l'on peut se faire accompagner, se faire soigner, évidemment dans des cadres connus et reconnus, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de charlatanisme dans le développement personnel. Je pense que c'est très bien. Donc oui, mais dans une pratique encadrée. Et Claudia Cohen, vous, parce que je rejoins ce que disait Gaspard Ganzer, hier il y avait un très grand papier dans la tribune qui nous expliquait, en plus de l'accompagnement, la vie quotidienne des sportifs avec la douleur, c'est-à-dire que c'est un tel rythme, c'est un tel niveau, c'est un tel entraînement que pour eux la douleur est vraiment une amie qui leur tient la main en permanence. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire ne pas avoir honte de se faire accompagner, Claudia Cohen. On voit ça d'ailleurs dans beaucoup de milieux, peut-être même dans de grands milieux économiques que vous suivez régulièrement, l'important de se faire accompagner quand on est face à de grandes épreuves. Oui, complètement. Vous parliez tout à l'heure de la vidéo de Léon Marchand sur Brut, je crois. Il y a aussi un extraordinaire documentaire sur Arte à regarder. Qui date des derniers JO, où il montre en fait comment cette santé mentale et la maîtrise de cette santé mentale est devenue une science, au même titre que la science pour l'entraînement, pour aller plus vite, pour être plus fort dans le bassin. C'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a quand même vu qu'il y a quand même, comme disait un peu Gaspard, beaucoup de branding, parfois voilà, pas très subtil autour du développement personnel. Il y a toujours ce discours de se dire si on va sur ces terrains, c'est qu'on est un peu faible ou c'est qu'on suit aussi une espèce de mode. On voit que c'est pas le cas. Et je dirais, en plus de la santé mentale, c'est la libération de la parole aussi finalement qui se passe dans le milieu du sport. On parlait de la grande gymnaste américaine. Au-delà de la douleur, au-delà de la santé mentale, elle a aussi elle a été très vocale aussi sur l'agression qu'elle a pu subir par son ancien entraîneur. Et ça, c'est une très bonne chose que ces exemples soient mis là. Et je pense que dans le monde de l'entreprise, il manque cet accompagnement aussi des salariés, peut-être au quotidien, parce qu'évidemment dans les grosses boîtes, vous avez peut-être une pression dans une entreprise sur la dose de stress à ingérer, etc. Complètement, parce que vous avez plein de salariés en fait qui sont en situation de burn-out, mais qui n'osent pas le dire. Et en fait, personne n'ose se parler. Et au final, vous avez des gens qui sont moins motivés, voire extrêmement tristes. Et ça, c'est un terrain sur lequel on doit travailler, qu'on a pris à bras le corps quand même depuis la pandémie, parce qu'on s'est rendu compte que quand même notamment chez les jeunes, que c'était quand même important et qu'il faut aller plus loin. Moi, je pense aussi dans le remboursement des frais en fait de suivi psychologique. Mais il y a aussi... Il y a encore beaucoup à faire, parce que Vincent, pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, on a quand même une psychiatrie en France qui se porte pas bien. C'est un euphémisme, qui se porte très très mal. Qui s'est appauvri, il y a moins de moyens dans les hôpitaux, mais aussi chez les médecins de ville. Et formons le vœu, faisons le souhait que cet exemple particulier, ce beau coup de cœur de Fanta Berete, nous conduise aussi à réfléchir sur la manière d'améliorer les choses de façon structurelle, parce que c'est des questions de santé publique qui sont déterminantes. Oui, et puis je pose le sujet un peu pour conclure au milieu de la table. Il y a aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec cette nouvelle génération de sportifs, que ce soit nos pongistes extraordinaires, que ce soit Léon Marchand, que ce soit même Teddy Riner, qui est devenu vraiment presque un visage quotidien des Français. On se retrouve avec presque, et ça va faire plaisir à Gaspard Ganzer, l'éloge de quelqu'un de normal. C'est-à-dire que oui, non, mais il y a des aptitudes extraordinaires, mais on voit, de par leur accompagnement, de par leur parcours, qu'en fait, on a des sportifs
sportifs qui s'entraînent, mais avec une impression de familiarité qui est pour nous spectateurs, formidable. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec moi durant cette heure de débat. Claudia Cohen, journaliste économie, au Figaro, Gaspard Danzer, ancien conseiller communication de François Hollande, et Fanta Berete, députée sortante et membre de Renaissance. C'était un plaisir de vous avoir autour de la table. On se retrouve dans quelques secondes avec le